Donc bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre d'un nouveau rendez-vous de la chaire Ingénieur Objectif Transition. Et je suis vraiment très heureuse d'accueillir notre conférencière, Aurore Stéphan, ingénieure géologue minier, vous accueillir ici en ce jour de Sainte-Barbe, qui est la patronne de notre école des mines. C'est tout un symbole. Alors, un tout grand merci à vous d'être parmi nous et un tout grand merci d'avoir cet après-midi offert un échange incroyable à nos étudiants, puisque vous avez passé plus de 2 heures avec nos étudiants Polytech mineurs. Les discussions ont vraiment été très riches et merci aussi à vous pour cela. Alors, merci aussi à notre sketch-noteuse, Paul André, qui est déjà au travail. Elle nous a suivis toute cette année en direct et en différé pour nous offrir une vision très synthétique, graphique, particulièrement parlante de ce que nos intervenants nous ont apporté. Et donc, elle se lance à nouveau dans cette performance en face de vous. Alors, je ne vais pas tarder à céder la parole et la scène à Madame Stéphan, mais avant, j'aimerais vous donner quelques informations. Très bref retour d'abord sur notre soirée d'octobre dernier, où nous avons accueilli Bruno Coleman, qui s'est prêté au jeu de l'interview sous la conduite d'Alexandre Warnier. C'était un partage particulièrement instructif, humain et mobilisateur, et la vidéo est disponible en ligne sur le site de la chaire si vous voulez écouter ou réécouter ces échanges. Toujours autant de convivialité et de discussion aussi après la conférence, lors du drink, comme en témoignent ces différentes photos. Et c'est l'occasion de redire un tout grand merci à nos collègues de la régie, les étudiants du bar, du cercle photo, à Valérie de la librairie Sensia que l'on va retrouver tout à l'heure après la conférence. Un tout grand merci aussi au Foulard Bleu et comme vous l'aurez remarqué, un petit clin d'œil à tous les étudiants de RSI qui sont dans la salle avec des petits cœurs rouges un peu partout. Alors, vous avez sans doute aussi remarqué dans les couloirs d'entrée la fresque de notre cheminement collectif. Elle se complète peu à peu. Elle est accompagnée ce soir d'un mur blanc que vous allez pouvoir compléter puisque vous avez devant vous un traditionnel post-it. Comme beaucoup en ont l'habitude maintenant, ces post-it sont votre support de communication. Vous pouvez y annoter une idée, un mot, une réflexion, une émotion, nous partager un schéma, un dessin, et puis aller le déposer tout à l'heure sur un des murs. Nous en ferons bon usage. Un mot aussi pour vous dire qu'en octobre et en novembre dernier, nous avions lancé un grand challenge, le challenge Fresquons ensemble pour le climat, une organisation conjointe de la chaire, du Conseil du développement durable de l'UMONS et du MUMONS. Alors, toute participation ou promesse de participation d'ici juin a été comptabilisée pour faire grimper un compteur du nombre de participants. L'objectif était de le dévoiler ce soir, puisque c'est une soirée un peu particulière. Nous fêtons le premier anniversaire de notre chaire et du cycle d'activités qui l'accompagne. Alors, de façon très ambitieuse, il faut l'avouer, nous espérions atteindre 400 participants et nous comptions évidemment sur vous. Alors déjà, merci, je fais durer un peu le suspense, déjà merci aux fresqueurs UMONS qui sont formés à l'animation et qui se sont rendus disponibles pour tous les ateliers. Eh bien, notre compteur marque très exactement 388 participants. Donc voilà. Donc le chiffre de 400 n'est pas atteint, mais on peut vraiment être très heureuse de la dynamique que cela a générée. Donc les participants ont convergé vers cette fresque au départ d'horizons très divers, des étudiants de première année qui en ont bénéficié dès l'entame de leur cursus, des ingénieurs AIMS ou des participants aux activités de la chaire qui se sont donné rendez-vous à la rue de Houdin,
des collègues de l'UMONS qui se sont rassemblés pour la vivre, mais aussi des dynamiques plus structurelles qui ont émergé. Ainsi, tous les membres du MUMONS, par exemple, expérimenteront la fresque en janvier. Les autorités de l'UMONS, académiques et administratives, ont elles aussi relevé le défi. Et puis, une mention toute particulière à notre intercommunal IDEA, qui a décidé que son team building de juin serait un atelier de la fresque du climat, avec plus de 200 collègues qui vivraient finalement cette expérience ensemble. Donc, un bravo à Caroline Descamps, la CEO de chez IDEA, pour cette décision que je pense qu'on peut qualifier de courageuse et engagée, et pour toute la dynamique que cela révèle sur notre territoire. Donc, cela nous réjouit vraiment. Lors du lancement de la chaire, nous vous avions partagé sa raison d'être, celle de faire communauté et de progresser ensemble. Et nous percevons finalement, avec ce qui s'y passe, cette volonté, cette communauté qui s'engage. Et ce n'est que de l'énergie positive. Donc merci à vous tous. Nous sommes en chemin. Et je pense que, Madame Stéphan, vous allez nous aider à faire un pas de plus ce soir sur ce chemin. Alors, nous allons vous écouter pendant approximativement 1h30. Et puis, nous aurons 30 minutes pour des questions-réponses. Mais avant, quelques mots pour vous présenter. Alors, vous êtes ingénieur géologue minier, spécialisé dans l'évaluation des impacts sanitaires et environnementaux en lien avec les filières minérales. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de géologie et vous disposez aussi d'un master complémentaire en géologie des ressources minérales. Au niveau professionnel, vous avez travaillé plusieurs années comme experte de l'État français et en 2019, vous êtes devenu ingénieur de recherche sur les filières minérales pour le compte de l'association Systex, que vous aviez cofondé 10 ans plus tôt. Donc, vos missions s'organisent autour des 4 champs d'action que sont Systex, la veille citoyenne et l'expertise, l'accompagnement de la société civile, la sensibilisation et la formation. Et ainsi, depuis plus de 15 ans, vous vous consacrez, je pense, entièrement à ces travaux de recherche sur les questions minérales, en vous appuyant sur des enquêtes de terrain qui sont très régulières, et vous avez visité pléthore de sites miniers en France et à l'étranger. Alors, petite touche personnelle en ajout de cette biographie officielle, pour vous avoir écouté à maintes reprises, je voudrais souligner que vous êtes particulièrement pédagogue et profondément engagé pour ces sujets qui vous touchent, et donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je ne doute pas que vous allez nous éclairer et apporter une clé de lecture pertinente pour nous aider dans le fait de relever ces enjeux d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse très favorablement la place. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux, donc avec en particulier Monsieur Bette et Madame Renotte. Pour ce soir, on a voulu interroger différemment la question des matières premières minérales et plutôt dans un objectif de compréhension d'enjeux par rapport aux filières. Vous verrez que je vais parler de 2 types de filières, les primaires et les secondaires. Et pour mieux comprendre tout ça, on va juste... Alors, c'est des concepts qui vous seront nécessairement familiers, mais c'est juste pour qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire et voir justement où se situent ces 2 grands types de filières. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le cycle de vie du métal, qui démarre du coup par les filières primaires, donc en l'espèce le passage d'un minerai vers la production d'un métal qui est utilisable par l'industrie. Et ensuite, vous avez 2 autres étapes qui vont être avant l'usage, que sont la fabrication. Cette fois-ci, on va transformer les métaux en produits semi-finis, des tubes, des plaques, des tôles, tout ce que vous voulez, des fils. Et la manufacture qui suivra après, qui est schématiquement l'assemblage, c'est-à-dire en fait le fait de réunir et d'assembler, d'organiser les produits semi-finis. Arrive ensuite une étape qui nous est un petit peu plus familière, en tous les cas pour un certain nombre de produits, en l'espèce donc l'utilisation. Et ensuite, vous rentrez, voyez, dans la 2e grande phase, que sont ici les filières secondaires.
et qui comprennent en fait finalement 2 étapes. Donc c'est la gestion des déchets vers jusque possiblement la récupération d'un matériel métallique ou la récupération d'un métal éventuellement. Et l'objectif du coup de cette intervention, c'est de prendre un peu de hauteur sur ces filières. Donc on va essayer de regarder large et d'essayer d'identifier un peu les points majeurs, en tous les cas en termes de perspective aussi, que ça nous offre pour l'avenir et justement aussi comment on pourrait agir pour améliorer la situation. Alors, au niveau des filières primaires, donc de l'exploitation minière, il y a des problématiques intrinsèques qui concerneront toutes les mines du monde, quel que soit le pays dans lequel elles se trouveront. Et pour comprendre ces problématiques intrinsèques, il y a 2 grands moteurs majeurs qui sont les plus importants. La première, c'est la teneur, c'est-à-dire la concentration dans le gisement. Les métaux sont des substances rares. Donc un métal rare, c'est ce qu'on appelle une expression pléonastique. Il n'y a que 5 métaux qui font exception, que sont, dans cet ordre, l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. Sinon, globalement, leur abondance est faible dans la croûte terrestre, et certes, ils vont se concentrer dans des gisements, mais les concentrations vont encore rester assez faibles. Donc, vous voyez, en vert, ici, vous retrouvez les éléments... Je sais que vous adorez les tableaux de Mendeleïev, donc c'est pour ça que j'en mets tout le temps plein. Ouais. Il y en a qui le connaissent par cœur. Vous êtes super nombreux, j'arrive pas à voir de main, ou est-ce qu'il n'y a pas de main levée? Peut-être qu'il n'y a pas de main levée. Ah, il y a des gens quand même qui... Alors, du coup, vous avez des éléments qui sont généralement à des teneurs relativement élevées, dans lesquels vous retrouvez ceux qui sont plutôt abondants dans la croûte terrestre. Donc on parle par exemple du chrome, du manganèse et du fer, typiquement du magnésium qui est ici. Mais très rapidement, pour la plupart des métaux, on sera plutôt de l'ordre du pourcent ou de la dizaine de pourcents. Donc par exemple, pour le plomb et le zinc, la teneur d'exploitation moyenne à l'international, c'est 3%. Vous voyez, ils sont en vert là, vert clair maintenant, ils diminuent un peu. Pour le cuivre, par exemple, ou pour le lithium, c'est la teneur moyenne d'exploitation à l'international, c'est 0,6%. 0,6%, ça veut dire que pour 1 tonne de minerai brut extrait et destiné à être traité, vous pouvez au maximum récupérer 6 kilos de métal. Et ensuite, on a le monde des métaux de spécialité. Des métaux, on va dire, qui sont en général moins connus, mais qui sont qui sont actuellement beaucoup évoqués, notamment dans la presse. Je pense par exemple au gallium, au germanium, vous en avez peut-être entendu parler, l'indium, l'hafnium, cadmium, on évoque beaucoup. Là, on est plutôt dans des teneurs d'exploitation de la dizaine de grammes par tonne à la centaine de grammes par tonne. Et ceux qui ont la primeur des teneurs faibles, ce sont un groupe de 8 frères et sœurs que sont les métaux précieux, qui sont au centre ici. Voilà, ils sont là. Or, argent, platine, palladium, iridium, rhodium, ruthénium, osmium. Ce groupe-là, c'est généralement, exception faite de l'argent qui est à 300 grammes par tonne, comme l'uranium, eh bien c'est généralement autour du gramme par tonne. Donc actuellement, les mines d'or à l'international, on est autour de 0,8 grammes par tonne. Et sachez que nous, à Systex, on travaille sur des sites de mines 100% or. Et l'or n'est pas récupéré avec une autre mine, qui descendent encore en dessous, à 0,4, 0,5 grammes par tonne. Donc, si on a déjà ça en tête, on se dit que pour bon nombre de métaux, le gros du travail, en fait, exception faite de ceux qui sont en vert foncé, c'est de traiter et de travailler du déchet. On est d'accord sur le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces déchets. Et pour ce faire, du coup, il faut se rappeler que le métal ne se présente pas dans les gisements sous forme pure. Il s'associe avec des atomes comme le carbone, le soufre, l'oxygène éventuellement, et ça va faire un minéral. Et ce grain, comme un grain de sable, du coup, va être imbriqué à l'intérieur du minerai avec tout un cortège d'autres minéraux qui ont eux-mêmes d'autres métaux à l'intérieur. En moyenne, un minerai, genre un minerai de cuivre, en général, c'est une quinzaine de métaux, quoi. Vous n'avez pas que du cuivre à l'intérieur de ce que vous prenez pour l'envoyer à l'usine pour récupérer le cuivre. Et pour illustrer ça,
Vous avez une deuxième infographie qui date, alors elle pour le coup elle date de cette année de CISEX. Alors bon, alors là vous allez me détester parce que alors là, c'est la fin là. Mais ce qui est juste intéressant dans cette roue, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, la roue de la complémentarité. Bon, c'est la roue de la complémentarité faite par CISEX après un an de boulot, hein. Mais c'est la roue de la complémentarité. C'est-à-dire que du coup, pour chaque métal, vous avez les métaux qui sont probablement les plus probablement coproduits ou coproduisables, c'est-à-dire ceux qu'on pourrait éventuellement valoriser. Donc ça nous donne un bon ordre de grandeur de ce qu'on trouve souvent, puisque en général on peut les coproduire, d'accord, ce qu'on trouve souvent dans les gisements. Et donc vous voyez ici que par exemple pour les mines d'or, vous avez un cortège conséquent. L'aluminium, il n'est pas en reste, le titane, voilà, vous avez les champions des cortèges, genre le nickel et cuivre. En général, les gisements de nickel et de cuivre, c'est des éponges à autres métaux. Ils sont très accueillants, ils sont super ouverts. Et donc pour se rendre compte du coup de ce qui va se passer derrière, je vais prendre deux exemples. Ça, c'est un minerai de tungstène. On ne voit absolument pas le tungstène, on est tous d'accord. En fait, le tungstène, il est ici, vous voyez, dans la formule chimique. En fait, il est sous forme d'atomes dans ce grain ivoire qu'on appelle la scheelite, qui est un tungstate de calcium. Donc la première étape, regardez l'échelle ici, ça c'est le minerai. Donc la première étape, ça va être de récupérer que les grains ivoires. Et du coup, vous voyez qu'il y a un certain nombre de grains. Et là, typiquement, vous voyez un sulfure de molybdène, ici. Donc, on sait qu'il y a au moins du molybdène. Bon, en l'occurrence, ce minerai, il contient effectivement plein d'autres choses. Autre cas, ici, vous avez une mine de platine et de palladium aux États-Unis. Vous êtes sur le minerai. C'est une photographie du minerai de platine-palladium. Enfin, principalement, du coup, palladium pour cette mine, mais ils coproduisent les deux. Et donc, vous ne voyez toujours pas ni le palladium ni le platine. En fait, ils sont sous forme d'atomes. Donc là, cette fois-ci, c'est en substitution à l'intérieur de ces minéraux qui sont soit des sulfures de fer ou de cuivre, soit des sulfures de fer. Donc votre première étape, ça va être d'isoler tous les minéraux qui contiennent le métal ou les métaux d'intérêt. Et ensuite, il va falloir aller jusqu'au bout. Si vous avez compris ça, c'est-à-dire que vous savez que la mine, quoi qu'on fasse, elle va générer des quantités de déchets très importantes. Oh là 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 là. C'est pour que vous voyez le trait. Ah, je pourrais le réutiliser si j'en vois qui dorment. 4e ligne, à gauche. Et aussi de vous rendre compte de la nature des déchets. Je donne ce cas-là, mais donc, comme Madame Renotte le disait, j'ai été expert après mine de l'État pendant 10 ans, et les déchets miniers anciens qui se trouvaient sur le territoire national, on avait toutes les peines du monde à trouver un endroit pour les déplacer, puisqu'en fait, même les décharges de classe 1, elles n'en veulent pas tellement c'est pourri, quoi. Donc, décharges de classe 1, les décharges, on va dire, avec les niveaux de réglementation les plus importants. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, en fait, si vous voulez le résumer en quelques termes, Systex a l'habitude de dire la mine, c'est une industrie du déchet dangereux. Maintenant, il va falloir récupérer le métal. Alors, prenons le cas du cuivre. Prenons un minerai de cuivre. Donc, vous retrouvez ici le sulfure de fer et de cuivre, qui est ce petit grain-là, là. Et on sait que la teneur moyenne, on s'en souvient, des gisements à l'international, c'est 0,6% de cuivre. On a dit la première étape, c'est de ne récupérer que les grains qui contiennent du cuivre. Donc, cette étape-là, on va la faire par broyage et par traitement physico-chimique. Alors, broyage, vous voyez, c'est fin. Là, vous voyez une poudre. Vous avez presque l'impression que c'est un sable. Donc, on a du mal à se rendre compte. C'est fin, très très fin. En général, on broie. Il est d'usage de broyer taille farine. Alors, je sais qu'il y a gros débat sur la farine. Moi, j'ai eu des demandes très précises. Du coup, j'ai vérifié dans des thèses sur la fabrication de farine. T80. Vous voyez la T80 ? Hyper utile, T80, crêpe. T80, 120 microns. J'ai vérifié, je trouvais une thèse. Déjà, il faut faire une thèse quand même sur la farine à T80. Il y a quand même, voilà. 120 microns, 120 microns, c'est à peu près l'échelle, c'est un bon ordre de grandeur. On peut broyer plus fin, mais ça vous donne un bon ordre de grandeur. Farine, c'est un bon ordre de grandeur. Vous avez séparé donc tous les grains qui vous intéressent des autres. Vous obtenez donc cette poudre noire qu'on appelle un concentré qui ne contient en général qu'environ 30% de cuivre. Ça, c'est toujours pas utilisable par l'industrie. On va donc fondre. 80% du cuivre mondial, il est fondu. Donc, ce qu'on appelle la pyrométallurgie. On va le fondre. Alors, vous imaginez pas un truc très très élaboré non plus. Voilà, enfin, en termes de fonctionnement, c'est hyper technique à l'intérieur, mais vous, pour comprendre ce que c'est un four, on met du minerai dedans et on chauffe un bon coup. Voilà, comme ça donne une idée. On obtient du coup ce qu'on appelle, vous voyez ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle un blister. Et là, ça contient, donc c'est le produit de cette fusion.
Et du coup, on obtient un produit qui est encore à de 97 à 99% de cuivre. Et ça, c'est toujours pas utilisable pour l'industrie. Donc, il va falloir faire la 4e étape, le raffinage. Et souvent, on confond un peu raffinage, métallurgie, etc. Le raffinage n'a un seul objectif. Il doit enlever les impuretés à l'intérieur de cette chose ou de l'autre chose que vous auriez pour un autre métal, de façon à atteindre le niveau de pureté que vous voulez. Et le niveau de base du cuivre, c'est 99,99%. Donc vous avez en gros entre 0,9 et 2,9% d'impureté à retirer. Et ça, quand c'est traité par pyrométallurgie, à 80%, on l'a dit, c'est fait par électrolyse. Est-ce que ça va sur le fonctionnement global ? Une première étape où on récupère les minéraux qui contiennent le métal d'intérêt. Une deuxième étape où on fait fondre ou on utilise d'autres techniques, mais bon, principalement les métaux, ça se récupère quand même dans le monde par pyrométallurgie. Pour récupérer un métal, on va dire grossier, schématiquement, et une troisième étape pour enlever les impuretés, pour atteindre le niveau de qualité que vous souhaitez, sachant que si vous voulez des qualités NEC plus ultra, vous repassez dans d'autres raffineries spécialisées derrière. Ce schéma-là, il est valable pour quasiment tous les métaux, avec des différences et des spécificités, mais ça vous donne le fonctionnement. Chaque étape va donc être à l'origine de déchets. Chaque étape va être à l'origine de déchets, et c'est ce qui va, du coup, nous poser un énorme problème. Mais avant, du coup, comme on voulait parler un peu des perspectives, et du coup, c'est pour alimenter le temps de questions-réponses de tout à l'heure, vous avez ici une carte. Alors, entre-temps, nous, on a avancé sur d'autres travaux qui viennent d'être publiés, notamment. Mais cette carte-là, elle donne une bonne idée de ce qui se passe. Vous avez ici la carte des zones exploitées à petite échelle et à grande échelle. Donc, à petite échelle et à grande échelle, j'insiste, il n'y a pas que les mines industrielles ici, dans le monde, d'après une reconnaissance de photos satellitaires. C'est un travail de dingue qu'ils ont fait. Ils ont utilisé une base de données privée où il y avait les points des mines. Ils ont recalé, il y avait 35 000 points. Ils sont allés regarder sur une photo satellitaire, est-ce qu'il y avait quelque chose ? Et s'il y avait quelque chose, ils faisaient le contourage à la mano. C'est un travail de titan. Ils ont obtenu cette carte pour laquelle vous avez 102 000 km² qui ont été cartographiés par ce biais, 45 000 polygones. Quand vous regardez cette carte, en fait, ça permet de se rendre compte qu'on entend beaucoup de choses, mais que j'en parlais avec les collaborateurs tout à l'heure, du coup, de cette question-là, c'est que si, donc là, je vous le montre, vous voyez déjà qu'il y a des zones, bon, on s'entend, il y a le Sahara, mais si vous voyez des zones qui sont quand même plutôt dans des continents où il y a moins de choses, puis il y a des zones où il y en a plus que prévu, en tous les cas, plus que les images qu'on s'en fait. Donc si maintenant vous le faites en chiffres et que vous regardez les pays dans lesquels la surface minée, on va l'appeler la surface minée si vous le voulez bien, est la plus importante. Dans l'ordre, 6 pays pour 52% de la surface mondiale. Russie, Chine, Australie, États-Unis, Indonésie, Brésil. Pour l'instant, je n'ai pas donné un seul pays du continent africain. Et j'ai donné qu'un seul pays de l'Asie. Russie, quand même. Si vous voulez avoir 75% de la surface, il vous suffit d'ajouter uniquement 13 pays. Canada, Chili, Afrique du Sud, Pérou, Guyana, Argentine, Inde. Il n'y a toujours qu'un seul pays du continent africain. Donc, le premier enseignement que nous, on peut collectivement en tirer, c'est de se dire, quand on nous bassine en nous disant « bah oui, mais s'il faut ouvrir des mines, ce sera sur le continent africain », alors non, d'abord et avant tout, ça va se dérouler en priorité en Russie, en Chine, en Canada, États-Unis et Australie. Et après, on voit. On a déjà commencé par ces pays-là. Là, vous les avez en surface, mais sachez que Systex, entre-temps, on est allé chercher d'autres données en production métallique et en quantité de minerais extraits. C'est-à-dire, on voulait avoir des idées de volume et de production. C'est les mêmes statistiques qui ressortent, voire pire. Genre, l'Australie, pour le volume extrait, elle ressort, puisque c'est un gros producteur de fer et d'aluminium. Donc, autant vous dire, en termes de volume extrait en Australie, ça fait tout péter, quoi. Donc, du coup, il faut vraiment se dire, et même là, actuellement, avec l'association, on essaye, avec tout le temps qui nous reste, de travailler sur les perspectives d'ici 15 à 20 ans. Et même avec ces perspectives-là, vous retrouvez, on a identifié 19 pays. Je crois que vous avez le Kazakhstan, la Suède en plus. Mais globalement, vous retrouvez quasiment la même liste à plus 15-20 ans qui pourrait ouvrir là sous peu, quoi. Donc ça veut dire que, je disais là, avec les collaborateurs là, cet après-midi, il y a une publication de Guiljou Metal qui est sortie en 2025, il y a quelques mois, qui disait 80% de l'activité minière se déroule dans des pays à haut revenu ou haut revenu intermédiaire.
Donc schématiquement dans des pays dits développés pour la plupart du temps. Alors, on va prendre un exemple visuel que j'aime beaucoup présenter. Bon, il faut que ce photographe nous en fasse d'autres, hein. Que j'aime beaucoup présenter parce que il a le mérite en fait de se rendre compte d'avoir des ordres de grandeur. Parce qu'en fait, là, si je vous parle de milliards de tonnes, de millions d'hectares, c'est hyper difficile en fait. Moi-même, j'y arrive pas. J'ai besoin de voir en fait. Donc là, vous avez la mine de cuivre de Palabora qui se situe en Afrique du Sud. Et pourquoi j'ai choisi cet exemple ? Parce qu'on vient de dire que l'Afrique du Sud était moins concernée que les autres, il faut savoir. Et ben, c'est justement parce qu'en fait, cette mine, elle a une caractéristique, c'est qu'elle représente la cavité faite par la main de l'homme la plus grande sur le continent africain. Donc c'est une mine à ciel ouvert qui fait 2 km de diamètre et 762 mètres de profondeur. Et je viens de me rendre compte, en jetant un œil sur la planche, que j'aurais dû mettre un monument de Bruxelles. Et merde, et je me l'étais noté en plus. Ah là là. En tous les cas, je m'en excuse. Mais donc ça fait à peu près 300 mètres du coup. Désolée. Vous avez ici, représenté par ce photographe, la quantité de cuivre qui a été extraite de l'ouverture de la mine en 1964 à 2007. Et ici, vous avez une vue satellitaire de 2021 où on a représenté cette boule. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais vous comparez des surfaces et des boules. Je suis contente, enfin des volumes, je suis tout à fait consciente de cette problématique, mais néanmoins, elle donne un bon ordre de grandeur. Et là, vous avez l'emprise des déchets miniers. Vous avez 8 dépôts, des grands dépôts, comme ça qu'on appelle des parcs à résidus miniers. Donc en l'occurrence, où on met ces fameuses boues qui sont issues du traitement du minerai que je vous présentais précédemment. Celui-là, c'est un des plus petits et vous en voyez juste l'extrémité ici, par rapport à la route. Et celui-là, c'est vraiment un des plus petits, hein. Celui-là est beaucoup plus haut et beaucoup plus grand. Vous le voyez derrière, regardez, dans le paysage. Donc la principale problématique, et je ne fais ici que périphraser les propos du chercheur Goodland, la principale problématique pour l'industrie minière, ça va être de gérer des quantités phénoménales de déchets à toutes les étapes du traitement et du coup qui contiennent généralement plusieurs malheureusement, de métaux qui sont problématiques pour l'environnement et la santé humaine. Alors, histoire de ne pas caricaturer le propos en vous présentant que des exemples de très grandes mines à l'international, on a choisi ici des mines moyennes sur le territoire européen. Et là, vous avez une mine de cuivre qui se trouve en Transylvanie, en Roumanie. C'est la mine de Rosia Poieni. Ça, c'est des photos de Systex qui ont été prises en 2016. Donc, vous voyez ici l'activité qui se poursuit. Et le site de traitement du minerai. Donc, comme d'habitude, donc là, vous avez une mine à ciel ouvert. Le minerai qui n'est pas suffisamment riche est déversé, vous voyez ici, autour, directement de l'autre côté de la montagne, donc qu'on appelle dans le jargon le stérile, qui n'a de stérile que le terme, que la vision économique du terme, n'y voyez que ça, pardon. Et ensuite, du coup, on les déverse. Ce qui est suffisamment riche pour être traité par l'usine de traitement du minerai, dont vous avez une vue ici. Et ensuite, vous avez une conduite qui rejette les résidus, donc issus de ce traitement du minerai, dans un fond de vallon. Alors, ce qui va nous permettre d'appréhender l'une des principales, je dirais même, problématiques dans l'industrie minière, qui est la question des parcs à résidus et la gestion de ces résidus. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans la plupart des parcs à résidus, c'est une technique de stockage de résidus miniers qui est extrêmement utilisée. Vous en voyez ici, vous voyez, c'est une boue, ni plus ni moins. La technique, en fait, consiste à mettre en place un ouvrage de retenue. Donc là, en l'occurrence, vous êtes dans un fond de vallon. Vous avez vu, il y a les montagnes autour. Donc vous mettez un ouvrage, donc un barrage. Ce barrage, il ne faut pas l'imaginer comme un barrage hydroélectrique. Généralement, on utilise les matériaux, les stériles ou d'autres déchets miniers du site minier pour construire cet ouvrage de retenue. Et ensuite, on déverse derrière les résidus miniers via une conduite PVC classique, comme vous avez dans votre plomberie à la maison, quoi. Un peu plus large, mais pas tant, quoi. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un ouvrage de retenue ici, et après, on a rempli derrière. Et vous voyez bien que c'est rempli derrière, parce que vous voyez que c'est crénelé tout le long de la topographie. Ça remplit partout, quoi. Quand ils ont commencé le remplissage, donc le site il a été découvert suite à des campagnes de prospection du service géologique roumain dans les années 60 ou 70. Il a ensuite fait l'objet d'une première exploitation, en époque en 83, sous le régime de Ceausescu, et puis après, il a été repris par une compagnie d'État à partir de 86. Donc la question se pose, où mettons les résidus miniers ?
Donc, quand ils ont ils ont trouvé ce vallon, et vous voyez, à l'époque, en fait, dans ce vallon, il y avait un village, à fond de vallon, quoi, avec une église. Et ils ont commencé le déversement, et ils ont dit aux gens, on commence le déversement. Donc, voilà. Comme si on arrivait dans cet amphi, on nous disait, on commence le déversement. Soit tu restes, soit tu cours, mais tu fais quelque chose, quoi. Il n'y a eu aucune indemnisation qui a été versée aux personnes. Aucun logement, aucune relocalisation. Donc nous, on a rencontré des gens qui sont restés jusqu'à la fin, quand on était en Roumanie, et ils nous ont dit, on est parti quand la boue, elle était vraiment dans notre cuisine, et que quand on allait faire à manger, on marchait dedans, quoi. Parce qu'on n'avait nulle part ailleurs où aller, en fait. Et donc, du coup, pour vous rendre compte, en fait, de ce remplissage, encore une fois, ça c'est une moyenne. Là, on est à 170 000, on a 1,7 km² d'emprise, on est de mémoire, on doit monter au plus à une quarantaine de mètres, un peu plus quand même par endroit de profondeur. Donc c'est un beau parc à résidus miniers, mais vous voyez, c'est pas énorme. Pour que vous vous rendiez compte du niveau du remplissage, là vous avez le clocher en 2020. Donc c'est des volumes qui sont très importants. Parce que j'ai que 1h30 d'intervention, je vous fais grâce des problématiques environnementales, contamination des eaux de surface, contamination de la faune et de la flore, stérilisation complète de tout ici, jusqu'à ad vitam aeternam. On a sacrifié l'intégralité de cette zone. Alors, comme on a tendance à considérer, on avait des remarques tout à l'heure d'un collaborateur qui disait en Europe, en général, c'est bien fait. Du coup, ça va de facto à l'encontre des problématiques intrinsèques que j'ai développées précédemment. Le fait est, c'est que non, en fait, vous avez des problématiques intrinsèques qui sont liées à l'industrie minière contre lesquelles on ne pourra pas aller. Et donc, ça veut dire que ces problématiques, elles ne dépendent ni de l'exploitant, ni du pays dans lequel on peut réaliser cette activité. Et donc là, vous avez un site minier qui est au nord du cercle polaire arctique qu'on a visité en 2024, qui est la mine de Kiruna. C'est la mine de fer la plus profonde au monde. Il est assez rare en fait que le fer n'a pas une valeur énorme et donc il est assez rare que le gisement soit suffisamment riche pour permettre une exploitation en souterrain et non pas une exploitation en ciel ouvert comme le font massivement par exemple les Australiens. Mais là, là c'est possible. Donc c'est une exploitation en souterrain et donc vous avez ici donc la zone des déchets miniers, le parc à résidus miniers, donc vue satellitaire photo de Systext. Et donc là, tout ça, c'est des déchets. Et là, vous avez du coup la ville de Kiruna. Et en fait, je vais insister sur ce grand trou que vous ne voyez pas ici, parce que c'est une vue en plan, mais il y a un grand trou là, vous voyez, immense par rapport à la ville. Et du coup, en fait, je voulais vous expliquer aussi les problématiques que peuvent poser les méthodes d'exploitation. La méthode d'exploitation qui est utilisée à Kiruna, c'est ce qu'on appelle des sous-niveaux foudroyés. Donc, c'est un gros mot, mais en fait, c'est très simple à comprendre. Il faut que je pose... Où est-ce que je la pose ? Je la pose là. Donc le gisement, il est presque vertical. Il est quasiment vertical. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un première galerie, si vous voulez, voyez ça comme une galerie. On va foudroyer au niveau de cette... mon bras, c'est la zone qui est minéralisée. On va le foudroyer, donc en fait, on le dynamite, pouf, ça tombe, on récupère par en dessous, comme ça, et on l'envoie dans un puits qui se trouve de ce côté-là. Si vous dynamitez et que vous prenez par en dessous, comme un silo à grains, on est d'accord, ça tombe. Une fois que tout est tombé et tout est effondré, vous faites des sous-niveaux foudroyés. Vous allez en dessous, vous creusez un nouveau niveau, vous pétez tout, etc., etc. Cette méthode d'exploitation, elle repose sur cet effondrement progressif. C'est comme ça que vous allez exploiter, en fait. Alors, du coup, donc vous avez ce niveau-là, et donc, en fait, in fine, à la fin, l'intégralité de la colonne minéralisée sera extraite de cette façon. Donc, vous aurez un grand trou, et les terrains vont s'effondrer. S'il y a des je sais qu'il y a au moins un hydrogéologue que j'ai rencontré tout à l'heure. Et s'il y a des hydrogéologues dans la salle, eh bien vous savez en fait que détruire complètement sur une colonne qui actuellement fait plus de 1 km de long et qui fait 500 mètres de large et qui fait 15-20 mètres de longueur, enfin 500 mètres de long, 15-20 mètres de longueur, imaginez les perturbations hydrogéologiques induites par le fait que vous avez en fait tout pété, quoi. Donc là, les eaux, elles rentrent, elles sortent, elles font ce qu'elles veulent. Les perturbations hydrogéologiques, j'en avais parlé il y a quelques années. Pour vous donner un autre exemple, en Australie, vous avez la mine d'uranium or de Olympic Dam.
Elle se trouve en fait sur la Great Artesian Basin, qui est l'une des nappes les plus profondes et les plus nappes artésiennes. Donc ça, on va dire que ça coule, ça émerge. Voilà, je cherchais, ça émerge naturellement. Une des nappes les plus profondes de ce type à l'échelle internationale. Et à force de pomper pour la mine, on pense que à l'horizon 2055, qui est aujourd'hui la date prévue pour la fin de l'activité de la mine, on aura diminué le niveau de la nappe sur une hauteur de 10 mètres et sur une surface de 4400 km². Mais ça, c'est pas visible. Quand vous êtes en surface en train de faire votre jardin potager, vous vous en rendez compte parce qu'il n'y a plus d'eau à la source, sinon vous ne le voyez pas. Et du coup, cette méthode-là, elle a non seulement pour effet, comme on le disait, de provoquer un effondrement, mais du coup, vous imaginez bien qu'à chaque effondrement, au fur et à mesure que les matériaux s'effondrent, vous avez des phénomènes de contre-coup, je vais essayer de le schématiser comme ça, et vous allez induire des déformations dans l'environnement. Et ces déformations, elles touchent nécessairement tous les bâtis qui sont autour, en particulier la ville. Donc, du coup, la ville de Kiruna est en train de déménager à 3 km. Et donc vous voyez ici du coup la zone qui va être complètement qui est en cours de destruction pour en refaire une à 3 km. Sachant que le gisement il va par là, qu'ils ont l'intention de continuer l'exploitation. On a posé la question aux gens qu'on a rencontrés, pourquoi diable vous n'allez pas à 20 bornes, à Yette, comme ça vous êtes peinards, vous ne redéménagez pas, parce que là ils prévoient déjà le futur déménagement, des gens qui viennent de déménager. On a dit, vous avez du pognon, vous. Hein. Et du coup, en fait, ils nous ont... alors, en tous les cas, ils nous ont expliqué autant qu'ils ont pu et on a essayé de comprendre autant qu'on a pu, mais on n'a pas vraiment compris. Donc, on pense vraiment qu'ils vont redéménager bientôt. Et il y a une mine Petite Sœur qui n'est pas très loin de là, qu'on a visité aussi. Et puis là, il y a certaines personnes qui en sont rendues à leur 3e ou 4e déménagement en 10-15 ans. Quoi. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement perturbant de déménager les gens, parce qu'on s'entend que vous ne déménagez pas que les maisons, quoi. Vous déménagez les lieux de culte, vous déménagez tout, quoi. Donc c'est vraiment cette méthode d'exploitation, c'est ce qu'on appelle une méthode d'exploitation en masse aujourd'hui. Donc c'est des très très grosses méthodes qui sont relativement peu sélectives, c'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup de masse, mais par contre elles ont un impact vraiment majeur. Et là je vous fais grâce de tous les autres impacts. Et puis, il y a quelque chose qui nous concerne toutes et tous, quel que soit le pays du monde dans lequel nous nous trouvons, c'est ceux qui ont été exploités et qui ne le sont plus, que certains appellent les anciens sites miniers ou les anciennes mines. On estime qu'il y a plusieurs millions, on ne sait pas exactement combien il y a d'anciens sites miniers dans le monde, parce qu'il n'existe pas de référencement des anciens sites miniers dans le monde. Les sites sont le plus souvent abandonnés. Ils ne sont vraiment très rarement réhabilités et ils ne sont jamais remis en état. Et là, je vais citer Beckett et Keeling, des Canadiens, qui disent « En réalité, la majorité des travaux de remise en état des sites miniers sont loin d'aboutir à une véritable réhabilitation. Les transformations profondes causées par les activités extractives rendent pratiquement impossible la restauration complète de l'intégrité écologique d'un site. Les perturbations hydrogéologiques, les pollutions des sols, les perturbations hydrologiques aussi, au niveau des cours d'eau, la quantité de métaux qui ont été relargués, les dépôts miniers qui sont en place et qui ont complètement stérilisé la zone, font qu'il est impossible de restaurer un ancien site minier et que la majorité des travaux de réhabilitation que j'ai vus dans mon parcours en tant qu'expert après mine de l'État, c'est principalement du confinement. Parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Vous avez des millions de tonnes de déchets toxiques, vous voulez faire quoi? Vous voulez les déplacer? Vous ne pouvez pas les déplacer. Vous voyez, c'est ce genre de considération. Et je ne vous parle même pas de toutes les eaux qui ont été pompées, qui continuent à émerger. Parce que forcément, pendant que vous exploitiez, vous avez dû pomper de l'eau. Cette eau, elle s'est enrichie au contact des faciès minéralisés traversés par ces eaux. Et du coup, vous avez des eaux contaminées, mais on parle de milliards de litres, de milliards de litres par an. Maintenant, de plus en plus dans la littérature, les auteurs, et maintenant le Canada commence enfin à le reconnaître vis-à-vis des graves problématiques après-mine qu'ils ont sur le territoire, ils reconnaissent du coup la situation de ces anciens sites miniers. Ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent bien sûr intervenir sur tous les sites, mais en tous les cas, ils reconnaissent cette problématique. Et il y a un terme qui a été utilisé en comparaison avec les pollutions nucléaires. Un métal, c'est l'atome, c'est Mendeleïev.
il ne se dégrade pas, il n'est pas biodégradable, et il n'est pas thermiquement dégradable. Vous allez le sortir de la terre quand vous allez faire votre travail minier. Il sort de la terre. Je sais pas, il est sous forme de sulfure. Il se transporte, il vient sous une autre forme. Il va encore se retransporter ailleurs. Mais in fine, votre état atome de plomb, il est là infinitum. C'est pour ça qu'on estime aujourd'hui que les pollutions liées aux anciens sites miniers sont au moins millénaires et qu'on est en train de faire un comparatif avec les travaux qui sont menés dans le cadre des déchets nucléaires. Et c'est pour ça que maintenant, et le Canada commence enfin à reconnaître ce terme, on parle de pollution perpétuelle. Et alors ça, c'est clairement, l'après-mine, c'est le grand oublié des questions minières. Pire encore, une fois qu'on les a oubliés, donc soit on ne les a pas gérés, soit on les a juste abandonnés, soit on a essayé de faire ce qu'on pouvait en termes de confinement ou de gestion, une fois que ça a été fait, la plupart du temps, les exploitants miniers sont soit partis, soit ont fait faillite, soit ont trouvé des moyens de s'en sortir. Et donc, ce qui a été observé par Systext lors d'une étude qu'on avait publiée en 2021, et là, on publiera une autre étude sur l'après-mine en 2026, quasiment exclusivement les coûts liés à l'après-mine reviennent aux contribuables et aux États. Avec des coûts qui sont mais démentiels. Pour vous donner un exemple, on est en train de travailler sur une mine au Canada qui s'appelle la mine Giant. Elle est très comparable, pour ceux qui connaissent, à la mine de Salsigne en France. Pour ceux qui connaissent la mine de Salsigne, c'est à peu près le même truc. Mine d'or, début d'exploitation, surtout dans les années 1950, enfin gros du démarrage, fin de l'activité en 2004, enfin à peu près la même truc, quoi. Actuellement, le gouvernement canadien a mis sur la table 4,5 milliards de dollars canadiens. C'est même pas un grand site pour les gens comme Systext, quoi. 4,5 milliards. Ce qui nous fait penser que cette somme dépasse les bénéfices qui ont été tirés par l'exploitation, quand bien même c'était une mine d'or qui était assez intéressante d'un point de vue économique. Et plusieurs auteurs ont fait, alors tant bien que mal, ont essayé de faire les calculs et se rendent compte qu'il est régulier, en tous les cas, à chaque fois qu'ils font les calculs, que les coûts, lorsqu'on veut vraiment essayer d'aller au fond des choses pour essayer, en tous les cas, alors pas de réhabiliter complètement, mais au moins de faire le maximum, vraiment, comme dans le cas de Giant, les gens là, ils s'y mettent, quoi, pour essayer vraiment de minimiser au maximum les impacts environnementaux et sanitaires liés aux anciens sites miniers, on se rend compte que quand on poursuit les calculs, il est fréquent, quand les calculs sont faits, que les coûts dépassent les bénéfices tirés par l'exploitation. Ce qui, du coup, interroge nécessairement les 10 auteurs sur le modèle de production sous-jacent. Et du coup, on peut s'interroger collectivement. Je n'ai pas dit qu'on allait avoir la réponse ce soir, mais en tous les cas, c'est interrogeant. Alors, rapidement, on voulait parler un peu des tendances pour vous parler un peu, voilà, essayer d'avoir un peu des grandes idées. Je vous ai parlé un peu rapidement du cas du sublevel caving. Actuellement, les tendances dans le domaine minier, c'est une tendance à plus grand, plus gros. Donc les techniques conventionnelles, elles sont toujours utilisées, mais elles font l'objet, du coup, de sauts technologiques. Donc on s'entend, la technique, c'est la manière de faire, la technologie, c'est les équipements, les outils. Donc en fait, on continue à broyer, on continue à faire de la flottation, on continue à envoyer ça dans des fours. Par contre, en termes de technologie, on est capable aujourd'hui d'aller sur si vous voulez, des volumes et des rendements qui sont très très supérieurs à ceux qu'on avait il y a encore quelques années, quoi. Donc la première tendance, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de technique, globalement. C'est les mêmes techniques. On a publié là-dessus en 2021 avec l'association. C'est les mêmes techniques, globalement. Ce qui a fondamentalement changé, c'est les technologies. Ce qui vous permet d'avoir des plus grands rendements et donc d'aborder des gisements qui seraient peut-être plus dispersés. Vous auriez un volume, par exemple, plus grand et avec des concentrations plus petites. Ce qui, du coup, cette tendance accompagne naturellement la diminution des teneurs que l'on constate à l'international pour toutes les substances. Depuis 20, 30 ans, 40 ans, enfin, historiquement, on a toujours vu une diminution des teneurs d'exploitation. Donc ça accompagne ce phénomène-là. Néanmoins, à partir des années 60, ont été théorisées des techniques minières qui se disent donc les techniques en masse. Donc vous en avez un certain nombre, mais il y en a 5 qui sont très connues. Moi, je vais vous en parler très rapidement de 2 pour que vous vous rendiez compte de ce qui a émergé à partir des années 60.
Le sublevel caving dont je parlais, les sous-niveaux foudroyés tout à l'heure en font partie, mais vous pouvez encore pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, vous ne vous embêtez plus à faire des sous-niveaux. Vous foudroyez en une seule fois. Donc c'est ce qu'on appelle cette fois-ci non plus les sous-niveaux foudroyés, on appelle ça le foudroyage par bloc. Il y a un petit dessin là qu'on a tiré de Flores González qui a fait un très très bon papier explicatif sur cette technique, très pédagogique. Donc en fait là l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez mettre en place, en fait, vous êtes sous le gisement, donc supposons que ça fasse un patatoïde comme ça. Je vous le dis schématiquement, c'est juste pour que vous compreniez. C'est beaucoup plus compliqué dans les faits, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Vous allez faire une installation qui va descendre jusqu'en dessous du gisement. Vous allez mettre en place tout un ensemble de dispositifs pour mettre la dynamite. Vous allez dynamiter en une seule fois, schématiquement, parce qu'en général, il y a quand même des repasses. Et le matériau est tel, ça ne peut pas fonctionner sur tous les gisements, qu'il va y avoir un phénomène d'autofragmentation. En bas, vous aurez construit des espèces de silos à grains, ce qui fait que vous allez tirer le minerai par en dessous. Et plus vous tirez le minerai, comme ça s'autofragmente, plus en haut, vous voyez, ça descend, quoi. Voyez, encore une fois, en mode de silo à grains, mais là, c'est sur l'intégralité du gisement. Ça, c'est une technique qui a été mise en œuvre après les exploitations à ciel ouvert dans les années 2010 au Canada, en Australie, veuillez m'excuser, sur la mine d'or cuivre de Cadia. Alors le problème, c'est que ce que vous avez vu, du coup, se faisant à Kiro. J'ai pas appuyé sur le petit bouton, je vous jure. Vous m'aviez bien dit, mettez pas le bouton, c'est mute et tout. Là, j'ai pas touché. Il y a des témoins. En fait, vous le faites, vous imaginez que du coup, vous transposez ce que je vous ai expliqué, enfin ce que je vous montrais, mais à une très grande échelle. Et cette technique, on parle, là, Schultova, en 2020, dans Mining Technology, parlait de sa popularité grandissante en font le système d'exploitation minière de l'avenir. Il faut quand même que je partage quelque chose avec vous. Je suis ingénieur géologue minier de métier au départ. Mon travail, théoriquement, c'était de faire de l'exploitation. Bon, comme vous l'aurez remarqué, j'ai choisi une autre voie. Mais vous comprendrez que même en tant qu'ingénieur, moi je trouve que c'est quand même pas... Vous voyez, je parle pas des dégâts là. Environnementalement parlant, c'est un massacre ce qu'ils font là. Mais juste de ça, ce que vous voyez, de se dire, tiens, on parlait tout à l'heure avec les collaborateurs, on parlait de progrès technique. On parlait de progrès technique. Moi, je m'interroge en fait en me disant, en fait là, les techniques qu'on propose, c'est faire beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, mais en mode massif quoi. Vous vous embêtez pas à aller chercher le filon, à regarder, à faire, voyez, à mettre en place les connaissances de votre géologie pour être sûr. Non, c'est beaucoup plus massif. Et du coup, ça interroge en fait sur les enjeux auxquels on s'expose en utilisant des techniques qui sont comme ça. Donc, encore une fois, je suis obligée de réutiliser le même terme, veuillez m'excuser, mais massives, pour pouvoir exploiter des gisements qui vont être gros volume, basse teneur. Et ça devient très très rentable. Ça, en fait, Schultova, ce qu'il vous dit, c'est la technique qui a le vent en poupe. Tout dynamité en une seule fois, bravo. C'est Roger, le matin, il s'est rasé, il s'est dit, allez, tiens, on va arrêter de s'embêter, galerie, puis tout ça, oulololo. Allez hop, tu me fais tout péter en une seule fois, on voit ce que ça donne. Alors, je le dis en rigolant simplement pour qu'on s'en souvienne, mais vous comprendrez qu'il y a des enjeux énormes derrière. Et notamment, l'un des enjeux majeurs, c'est que vous n'avez une très faible sélectivité, puisque vous dynamitez tout. Vous prenez les zones les moins riches et les zones les plus riches. Vous n'allez pas faire le tri. Donc, vous prenez en masse et vous traitez en masse. Ce qui fait que ces techniques ont tendance, et vous pouvez très bien le voir ici, regardez bien la taille des parcs à résidus miniers, vous avez en fait des quantités de résidus qui sont gigantesques, parce que tout part à l'usine, là. Tout part à l'usine de traitement. Donc, on multiplie ce faisant avec ces techniques. Alors, certes, c'est des coûts opérationnels extrêmement réduits, et c'est pour ça qu'elles sont privilégiées naturellement. Par contre, en termes d'impact environnementaux, sanitaires, c'est vraiment énorme, quoi. Et puis un autre exemple qui a le vent en poupe aussi, c'est ce qu'on appelle la lixiviation en tas. J'ai choisi un autre exemple récent. Ici, vous êtes sur une mine qui a ouvert en 2004, mise en production complète en 2006. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus pour le cuivre et l'or. C'est fait aussi pour l'uranium, fait aussi pour l'uranium. Donc la technique en fait est assez simple. Vous avez vu, du coup souvent vous avez des usines, comme je vous montrais avec la Roumanie, en fait. On prend le minerai, on le broie, on le met dans des cuves pour le traiter, le séparer, etc. Ça vous fait toute une usine. Vous avez une conduite, vous envoyez les résidus miniers par la conduite dans un parc à résidus miniers ou je ne sais où. Et voyez, il y avait quand même ça. Bon, en fait, plus en plus, on s'est dit, on va essayer de rentabiliser cette affaire.
Et donc, de plus en plus, c'est cette technique qui est mise en œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est utilisée partout dans le monde, mais elle a vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire, vous ne passez plus par une usine de traitement. Vous exploitez le minerai. Donc ça, ici, c'est une mine d'or en Turquie, je crois vous l'avoir dit. Vous exploitez le minerai en ciel ouvert. Vous voyez, il y a quand même des stériles, donc il y a quand même du minerai qui n'est pas suffisamment minéralisé pour être traité. Je continue à vous proposer de bien regarder les échelles. Hein. Et ensuite, vous faites un tas. Donc là, en l'occurrence, le minerai, il est simplement broyé, il est mis en tas, direct. Ce dépôt, à la fin, là, il est fermé. Il y en a un deuxième plus grand qui est déjà construit. Ce dépôt-là, enfin ce tas-là, il fait 120 mètres de haut. 120 mètres de haut. Et vous allez me dire, comment on récupère le métal sur un dépôt de minerai broyé de 120 mètres de haut? Comment on récupère l'or? Les eaux cyanurées, plutôt que de les mettre dans les cuves, vous les faites percoler depuis le haut du tas. Minute de silence. Systex demande l'interdiction de cette technique. Ni plus, ni moins. Pour votre information, c'est juste pour vous le dire, ils ont été certifiés par le Cyanide Code, qui est une initiative volontaire qui valide les meilleures initiatives dans le développement de la RSE dans l'industrie minière, 2013 je crois, ou 2020. En dessous de ça, là, vous avez un géotextile, une bâche en plastique qui fait 2 mm de diamètre. C'est pas une vue de l'esprit. Hein. On met des eaux cyanurées sur un minerai aurifère qui contient probablement un certain nombre de métaux toxiques, puisque les mines d'or sont réputées pour contenir un cortège métallique conséquent que l'on cyanure depuis le haut d'un dépôt qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut. Et tout le monde trouve ça normal. Donc ça, on demande, les deux techniques que vous venez de voir, Systex demande l'interdiction pure et ferme dans la réglementation de ces deux techniques. Pareil, je ne vous fais pas une description complète, mais si ça vous intéresse, on pourra rentrer dans le détail après. Donc en termes de perspective, je vous le disais, ça c'est sur les techniques conventionnelles. Certaines techniques novatrices sont en cours de développement ou en cours d'avancement par rapport à ça. Et un dernier point, du coup, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible pour répondre à une demande métallique qui est dite grandissante, et on va en reparler naturellement, ce sera le deuxième axe de cette présentation. Mais du coup, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et pour réfléchir collectivement, donc quand je vous dis aller plus loin, c'est plus de surface, plus de volume, plus de réactifs. L'objectif n'est pas du tout à la tendance, voyez, j'entends beaucoup de choses me dire mais non, mais maintenant on sait faire des mines de petite échelle en souterrain. Alors déjà, souterrain ou ciel ouvert, ça ne dépend pas de ta volonté, ça dépend de la forme de ton gisement, peut-être commencer par là. Puis ensuite, même plus généralement, en fait, bien sûr que non, il faut être rentable, les teneurs sont extrêmement faibles. Vous avez des équipements à installer, enfin, bien sûr que non, on ne va pas faire de la petite mine comme ça à droite à gauche, il y en aura probablement, mais vous n'allez pas faire de la petite mine tous les 4 matins. Vous avez vu les demandes métalliques. On va en reparler justement, ça fait la transition. Mais ce qui est intéressant pour réfléchir à ça, de se dire pourquoi on va toujours plus loin, je trouve intéressant de se baser sur les travaux de cette équipe Kemp Owen en Australie, Université du Queensland, notamment de travailler dans la sociologie. C'est des gens que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on lit leurs papiers, ils font un travail formidable. Et Kemp et Owen, en fait, ont proposé une théorisation, et du coup, je voudrais qu'on finisse là-dessus pour que nous, on s'interroge sur pourquoi on accepte ça pour avoir du métal, du coup. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte tout ça? Parce que là, je vous ai montré 2 exemples, j'aurais pu vous en montrer 500, et ça n'aurait pas été très différent. Kemp et Owen, ils théorisent ce qu'ils appellent l'irresponsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est pas eux qui l'appellent, c'est un concept qui existe, qui est venu en contrepoint du concept de responsabilité sociale des entreprises. Et ils théorisent en ce cadre, en fait, l'IRSE, donc l'irresponsabilité sociale des entreprises minières, en 5 points. Le premier point, c'est l'exploitation minière est une activité intrinsèquement perturbatrice et maîtriser le potentiel de nuisance requiert des mesures proactives. Ça, on l'a vu. Quoi que vous fassiez, vous aurez des impacts énormes, et plus la mine est grande, plus les impacts seront importants. Après, l'objectif, c'est de les minimiser au maximum. Mais voilà, il faut mettre en place des mesures proactives. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Le deuxième aspect, c'est que les sociétés minières opèrent dans un système de marché qui incite à l'irresponsabilité.
Les opérations sont principalement situées dans des espaces physiques et humains qui sont propices à la pratique de l'irresponsabilité. Tout le monde ne va pas en Transylvanie dans les mines de Rosia Poieni. Tout le monde ne va pas non plus à Kiruna, au nord du cercle polaire arctique, on s'entend. Les sociétés minières résistent activement au flot régulier d'initiatives qui visent à limiter l'irresponsabilité. Et enfin, le pouvoir de produire des biens dont le marché ne peut tout simplement pas se passer malgré les problèmes de responsabilité bien connus inhérents à leur production, est peut-être le plus grand facteur qui permet au secteur de s'engager dans une irresponsabilité durable. Parce qu'en fait, effectivement, la mine est peu connue, par exemple, en France ou en Europe, mais je peux vous assurer que dans les pays miniers, la mine, elle est très connue. Les impacts de la mine, ils sont très, très connus. C'est leur quotidien aux gens. Et vous n'avez pas besoin d'aller très loin, hein. Vous allez en Allemagne, vous allez en Grande-Bretagne, vous allez en Espagne, vous allez au Portugal, vous allez en Pologne, c'est pas loin la Pologne. Vous allez en Roumanie, c'est pas loin la Roumanie. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion en 5 points. Voilà. Alors, du coup, on a voulu essayer de mettre en évidence voilà, un peu les tendances et ce à quoi on allait s'attendre. Et du coup, il y a un deuxième axe dans cette présentation qui va plutôt porter sur les filières secondaires. Mais avant de parler des filières secondaires, on voulait faire un petit peu un point sur la question de la matérialité grandissante. Notant qu'on a constaté, avec Madame Renotte, avec Monsieur Bette, qu'on parlait beaucoup de lithium, de terres rares, mais que, en fait, le débat, bizarrement, se polarise moins sur les métaux, on va dire, du quotidien, d'une certaine façon. Et donc, l'idée, c'était déjà de faire un premier point. Donc là, on ne va absolument pas parler de scénario de transition. On va juste parler de la demande métallique de base, point. Voilà. Alors, la demande métallique, là, c'est une infographie qu'on a faite cette année. Elle est représentée pour, ici, vous le voyez, donc sur, en l'occurrence, 7 métaux, soit de 1950 à 2023, soit de 72 ou de 73 pour l'indium et gallium, entre 70 et 2020. Vous avez ici la production au départ, la production en 2023, et vous avez du coup ici le coefficient multiplicateur. Le fer, entre 1950 et 2023, sa production a été augmentée par 11, a été multipliée par 11. Son taux de croissance annuel moyen est de 3,5%. Donc un taux de croissance annuel moyen, c'est vous prenez la production à une année, la production à la deuxième, vous regardez le taux de croissance, ça vous fait un taux de croissance annuel, vous continuez, et après vous faites la moyenne de tous ces taux de croissance moyen. Taux de croissance annuel moyen, 3,5%. Si vous faites le même exercice avec le cuivre, que multiplie 9, 3,2%. Vous le faites avec le zinc, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Sur l'or et l'argent, on est un tout petit peu moins, mais bon quand même, x3, x4, 1,82. Puis alors si vous prenez les métaux dits de spécialité que sont le gallium et l'indium, alors là, x14, x20, 7,6%, 11,2%, et sur une période plus restreinte, certes, quand même. Si vous prenez un taux de croissance annuel, même constant, mathématiquement, à la fin, donc vous prenez 3,5%, l'année suivante, vous rajoutez 3,5%, l'année suivante, vous rajoutez 3,5%, l'année suivante. Si vous le faites mathématiquement, ça fait ça comme forme. C'est une exponentielle. Et cette exponentielle, du coup, elle est valable pour tous les métaux. Pour tous les métaux. Donc là, on a mis 7 exemples, on s'entend. Et on l'a choisi un peu différent pour montrer que ça concernait un peu les différents types, mais sachez que ces tendances sont valables pour tous les métaux. Chris Mann disait en 2020, il me semble que c'est dans sa publication, une de ses publications de 2020, il disait, non, c'est pas Chris Mann, c'est Fressos, excusez-moi. Jean-Baptiste Fressos en 2020 disait, même les guerres, les crises économiques et les pandémies n'ont réussi qu'à simplement ralentir un tout petit peu cette croissance métallique. Et du coup, ce que dit Vidal par rapport à ça, c'est au total les stocks totaux de tout, donc en 2018, là il parle en 2018, les stocks totaux de tous les métaux devant être produits d'ici 2050 et les flux de métaux en 2050 pourraient atteindre 5 à 10 fois les niveaux actuels, alors que pour certains on avait déjà fait 5 à 10 fois, quoi. Voyez ? Cela signifie que la quantité cumulée de métaux à produire au cours des 35 prochaines années dépasserait la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Ces chiffres qui donnent le tournis sont la réalité de la formule croissance à taux constant. Donc avant même de parler, en fait, on n'a pas besoin de parler de scénario de transition, en fait. Depuis 1900, là on l'a pris 1950, mais depuis 1900, en fait, si vous regardez la production métallique, elle grimpe très vite, en exponentielle, dans tous les cas. Et donc que vous rajoutiez par-dessus les scénarios de transition et tout, c'est encore une autre affaire, si vous voulez. La demande globale métallique a augmenté historiquement de façon exponentielle, depuis au moins 100 ans, puisqu'on en est à 125. Et alors, si, du coup, vous essayez un peu de comprendre les dynamiques de cette on va dire, croissance exponentielle, de cette exponentielle, la première chose, c'est l'argument assez souvent mis en avant, dont on a parlé avec les collaborateurs, qui est dit, en fait, c'est normal qu'on croît de façon exponentielle, alors depuis 1900, parce que, en fait, il y a d'abord eu les pays dits développés qui se sont équipés, et aujourd'hui, en fait, alors depuis, ça dépend des chiffres qu'on a, en fait, c'est les pays dits en développement qui se développent. Donc, en fait, cette croissance exponentielle, elle est normale, mais elle va s'arrêter, en fait, à un moment. Alors, la première chose, c'est Chrisman et Gégourel qui disent en 2020 « La croissance de la demande et donc de la production est plus rapide que la croissance démographique mondiale. » Aïe, c'est dommage parce que c'est souvent un argument. C'est normal qu'on consomme plus, il y a plus de gens. Non, ça va plus vite. Ça va plus vite que le nombre de personnes. Souligne l'intensité matérielle, blablabla, mais par contre, cette croissance, donc il faut quand même que je lise tout, souligne l'intensité matérielle rapidement croissante de l'économie mondiale, cette croissance ayant lieu, regardez bien, intensité matérielle rapidement croissante de l'économie, cette croissance ayant lieu essentiellement dans les pays les plus développés, dont le stock per capita en métaux usuels, acier, acier inoxydable, alu, cuivre, fer, plomb, zinc, est d'un ordre de grandeur de 10 fois supérieur à celui observé dans les pays les moins développés. Et ça, vous avez toute une pléthore d'auteurs qui vous disent « Mais oui, bien sûr, en fait, quand on regarde les chiffres, en fait, le stock per capita, la quantité de métal, et même les flux, mais alors les flux, c'est plus compliqué. Je ne vous ai pas encore présenté les chiffres là, parce que là, il va falloir qu'on vérifie 2-3 choses. En fait, c'est principalement, ça se passe où? Dans les pays dits développés, principalement. Donc c'est pas corrélé à la démographie. C'est principalement dans les pays dits développés. Et ensuite, alors ça ne veut pas dire que, attention, ça ne veut pas dire que tous les pays du monde appuient sur cette demande. On parle encore une fois d'effet levier. Bien sûr que la croissance des pays dits en développement contribue bien sûr dans cette augmentation de la consommation métallique, cela va de soi, bien sûr. C'est dans les effets qui poussent en fait, les principaux leviers. Et les programmes des Nations Unies pour l'environnement disaient la même année, malgré d'énormes efforts pour dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources, l'extraction des ressources minérales a nettement augmenté ces dernières décennies. Au cours de la dernière décennie, cette augmentation s'est faite à un rythme plus rapide que la croissance économique. Donc ça va plus vite que la croissance démographique. Et ça va même plus vite que la croissance économique. Ce qui signifie que de plus en plus, les observateurs constatent que pour créer un point de PIB, on a besoin schématiquement de plus en plus de métaux. Ce qui va à l'encontre des concepts de dématérialisation dont on entend très régulièrement parler. Ce qui n'est pas étonnant, mais ça s'explique. Slide suivante, transition. Incroyable. Slide suivante, aluminium. On ne parle jamais de l'aluminium. Mais parlons de l'aluminium. Le pauvre. 60 millions de tonnes. Le gars, il se décarcasse pour toute notre vie et on n'en parle jamais. Il n'y en a que pour le lithium et les terres rares. Pas sympa pour lui. Je vous en ai choisi 2 différents quand même. Le lithium... Mais bien sûr, l'aluminium. En fait, ce que ce diagramme souhaite montrer, c'est... je vais vous montrer en fait les secteurs d'utilisation principaux. Ça, ce sont des chiffres qu'on a mis à jour il y a 2 semaines. Donc, vous avez ici 25% estimés dans la construction, les cadres extrudés, les bâtiments commerciaux, les toitures, les bardages, les coudières, etc. Le transport, avec des moteurs, les parties type moteur de voiture, le carter, les pièces de châssis, les suspensions, pareil pour les camions. Les équipements mécaniques, notamment les systèmes de chauffage et de ventilation, l'électricité.
électricité. On parle souvent en cuivre, mais on oublie que l'aluminium en particulier en interurbain est très utilisé dans le monde de l'électricité, 12% de sa consommation quand même. Les emballages, bon, nous on voit souvent les emballages, c'est pour ça qu'on pense aluminium, canette. Alors oui, mais pas que quand même, voilà. Même si c'est des chiffres, vous savez qu'en préparant, en révisant cette planche, en mettant à jour les chiffres, 350 milliards de canettes en 2023 vendues. Je fais waouh, 350 milliards de canettes. Vous voyez, c'est fou dingue. Équipement ménager, et en général, c'est les produits blancs, genre réfrigérateur, congélateur. Vous voyez, ce qui est intéressant déjà, c'est que le gros, c'est des usages de base. Hein. Et plus le temps avance, plus par exemple dans le domaine de l'automobile, la part de l'aluminium augmente pour alléger les voitures parce qu'on met des choses lourdes à l'intérieur. Donc, plus vous allégez une voiture, plus vous mettez de l'aluminium en remplacement de l'acier pour alléger la charge que vous mettez, ce qui est bien normal. Donc c'est notamment un des moteurs, mais vous en avez dans les avions, vous en avez, voilà. Ce qui est intéressant, il est double dans ce diagramme, c'est de dire, vous avez presque 50%, pas complètement, mais 50% quand même dans des usages, on va dire, je dirais, structurels, enfin un peu de base, quoi. On parle de la construction, de l'avion, du train, de la voiture, on en parle comme vous voulez, je m'adapte, mais peu importe en fait, vous voyez, on parle vraiment de choses structurelles. Ensuite, du coup, on parle quand même de choses pareilles qui sont quand même pas, vous voyez, si extraordinaires ou si technologiques, en disant, ouais, mais on a besoin de métaux pour des usages super précis. En fait, non, en fait, on en a besoin dans des usages assez classiques qui nous concernent tous finalement dans notre quotidien. Et vous voyez aussi que la répartition, elle n'est pas franche, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on en a besoin un petit peu partout. Voilà. Et si vous faites la même chose avec le nickel, fini il y a 2 jours, celle-là, en vitesse pour aujourd'hui, vous allez finalement retrouver une carte qui ressemble un petit peu dans les usages du nickel. Le nickel, actuellement, il intéresse tout le monde pour une seule et unique raison. Les batteries lithium-ion de type nickel-manganèse-cobalt ou de type nickel-cobalt-aluminium dans les véhicules électriques. Mais regardons tout son parcours au nickel, ne le résumons pas à ça, le pauvre. Il a un parcours de vie incroyable. Incroyable, ce nickel. Ce nickel. Pareil, 26% industrie. Vous voyez, vous avez des exemples là. Pièces mécaniques, conduites notamment dans le secteur de l'énergétique, les pipelines, dans le gaz, dans le pétrole, dans le nucléaire aussi. Voilà, en gros, lui, son énorme intérêt, hein, c'est que 65, c'est très stable. 65 à 70% de ses usages, historiquement, c'est les aciers inoxydables. Alors, autant vous dire que les aciers inoxydables, c'est génial, hein, vous les mettez en plaquage, en revêtement, en recouvrement, sur plein de choses. Ça vous évite tous les phénomènes de corrosion, d'érosion, résistance à la corrosion, résistance à l'oxydation. Le mec, il a la classe quand même. L'acier inoxydable, c'est un peu le mec, il a la classe. Donc forcément, il y a de nombreux usages. Construction, électrique et électronique, mais seulement 5%. Il est que là, en fait, le nickel. Les transports, notamment les wagons de train. Putain, moi, je pensais que c'était de l'aluminium, en fait, pas du tout. Elle est bête, celle-là. Bien sûr que c'est de l'acier inoxydable. Les batteries, donc les piles nickel-cadmium que vous connaissez, que vous avez déjà vues. Les batteries nickel, métal, hydrure. Et puis les fameuses batteries dont on parlait tout à l'heure. Et les équipements ménagers, super proches de nous. Grosse part, hein, 24%. Moi, j'ai été étonnée quand même, hein. Après, c'est du croisement de chiffres. On a pris plusieurs sources. Dites-vous que à quoi sert un métal, c'est toujours très compliqué de le sectoriser. Il y a toujours des petites on va dire, adaptations à la marge. Mais quand même, quoi, bien sûr, la cuisine, la salle de bain. Cuisine, salle de bain, etc. Et enfin, les biens de consommation, lunettes, pièces de monnaie, dans le domaine de la santé, appareils chirurgicaux, pour ne citer que ces exemples. Donc, ce qui vous montre, il y a 2 objectifs dans la présentation de ces planches, c'est de vous montrer d'une part que ces métaux, en fait, c'est dans tous les aspects les plus, on va dire, ordinaires d'une société, qui dispose d'alimentation en eau potable, qui dispose d'industrie, qui dispose de voies ferrées, voilà. Et il y a aussi un autre enjeu derrière, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, il y a un certain nombre d'usages et 3 petits points. Et c'est ça que Systex appelle la surminéralisation. C'est-à-dire qu'on est en capacité de mettre du métal à peu près partout là où on a une idée d'en mettre. Donc le matin, le gars il se lève, il dit tiens, aujourd'hui je mets du nickel dedans. C'est pas utile, mais c'est pas grave, ça fait joli. Plaquage nickel, les jantes. Plaquage, allez hop, nickel. C'est pour vous dire un peu que du coup, ce qu'on constate quand même, c'est la multiplicité des produits qui contiennent un ou plusieurs métaux. Et comme on va le constater tout de suite après, mais en fait, c'est plusieurs métaux. Et parfois, beaucoup trop, quoi. Je regarde l'heure, il me reste une demi-heure. Donc, je vais passer sur un truc, mais je voulais quand même vous parler de ça rapidement.
Il y a 3 grandes dynamiques, 3 mots majeurs dans l'évolution de l'usage des métaux. Là, je vous parle de tous les métaux, les 67 métaux du tableau de Mendeleïev, thorium et uranium compris. Je ne les mets pas de côté, même si c'est des actinides, c'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça. Donc ça fait 67 métaux, et du coup, mon objectif là, c'est vraiment de vous parler de tous ces métaux sans distinction. Avant de commencer par ça, il faut comprendre le modèle, et on en a parlé avec vos collaborateurs tout à l'heure, il faut comprendre le modèle de production dans lequel on est pour comprendre les problématiques qui vont être liées aux produits qui contiennent des métaux derrière. En fait, tout s'explique. Il faut remonter à la source. Le modèle de production de nos sociétés, c'est un modèle de production discrète. Chaque personne doit disposer des mêmes biens. Chaque personne doit avoir une télévision. Chaque personne doit avoir, si possible, un téléphone. Chaque personne doit avoir un ordinateur, éventuellement chaque personne doit avoir un iPad, chaque personne doit avoir une friteuse, chaque personne doit avoir un appareil à raclette, chaque personne doit avoir un bateau, si c'est possible, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais on essaye de faire en sorte qu'ils aient tous un bateau. Un avion, on n'a pas réussi. En fait, chaque personne doit disposer d'un bien. Si vous vendez un bien et que chaque personne en dispose, on s'entend que si le bien continue à fonctionner, vous ne pouvez plus vendre de biens. Vous avez donc un impératif dans la production qui va se mettre en place, c'est de dire je vais créer un bien, je vais le vendre au maximum de gens, je vais donc créer de la valeur sur la vente du produit. Et avant ce qu'on appelle la saturation dans le domaine économique, c'est-à-dire avant que tout le monde ait une télévision, par exemple, je vais modifier un peu ma chaîne de valeur de production pour mettre sur le marché une nouvelle télévision qui va venir en relais, qui est toujours une télévision, c'est-à-dire qu'elle montre des images et elle envoie du son, mais par contre, elle est plus performante ou elle a une meilleure apparence. Dans le jargon, ça s'appelle un relais technologique. Ce qu'on appelle un relais technologique. Vous mettez sur le marché des produits qui assurent la même fonction, mais qui, du coup, vont avoir une apparence, une performance supérieure. Et avec la télé, ça marche super, en fait. Vous voyez ? On est passé de la télévision monochrome à la télévision cathodique, à la télévision à écran plat. Là, maintenant, on est pour de télévision projection, la télévision à écran plat, etc. Vous pouvez me dire, à la limite, qu'est-ce que ça peut faire ? Le premier problème, ce faisant, c'est que là, vous avez, par exemple, un centre de récupération de téléviseurs aux États-Unis en 2024. Comme chacun ne va pas jeter sa télévision au même moment, vous allez donc avoir à un instant T donné, on est d'accord, toutes les technologies. Je donne souvent l'exemple de l'aspirateur. Pendant longtemps, vous avez dû avoir un aspirateur à fil. Et il y a un moment, le fil, quand il y avait quelqu'un qui marchait dedans, le truc il se rembobinait, ça crée des disputes dans la famille. C'est toi qui as appuyé sur le truc ? Non, c'est pas moi. Voilà, il faut remonter si vous êtes à 2 étages. On a donc créé l'aspirateur sans fil. Mais on est tous d'accord qu'on a gardé l'aspirateur avec fil. Genre, y compris pour le garage, et voilà. On le garde quand même, on ne sait jamais. Mais une fois qu'on avait le sans fil, donc on en a eu plusieurs, parfois on en a même 2 ou 3 sans fil entre-temps. Et après est arrivé ces espèces de trucs ronds là, on dirait des gouglerons sur pattes là, ils vous passent entre les jambes, vous savez pas ce qui se passe. Vous voyez les trucs là ? Super chiant. Ces trucs là, ils sont arrivés mais ensuite en substitution du sans fil. Maintenant c'est même plus à vous de tenir le truc, vous n'avez plus de fil, c'est lui qui se débrouille. Dans une même maison, vous pouvez théoriquement avoir différents aspirateurs. Chacun va mettre au rebut ses aspirateurs à des moments différents. Et c'est pour ça que vous avez ce genre de photos dans les sites de traitement et de récupération des déchets. En fait, vous avez tout ce qu'on appelle l'accumulation technologique en instant T donné. Si vous concevez une usine qui est capable de traiter des télévisions monochromes, comment voulez-vous que tous les 4 matins, elle passe... alors je traite des télévisions monochromes, après je passe des télévisions cathodiques, après je traite des télévisions à écran plat. Vous croyez qu'elle fait comment l'usine ? Elle fait des choix. Donc le problème du relais technologique, c'est une pression énorme sur la fin de vie. Parce que vous vous retrouvez avec toutes les technologies possibles et vous croyez qu'on va changer les usines tous les 6 mois ? On dit, là, aujourd'hui, on a une usine qui était faite pour les télévisions monochromes. Demain, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on gère. On investit 11 millions, on fait une nouvelle chaîne pour traiter les cathodiques. Parce qu'à chaque passage de relais, la composition métallique change, la disposition change, les composants sont plus les mêmes, leur organisation n'est plus la même. La quantité de métal augmente de pas en pas, notamment les travaux excellents de Chen et Gradel, qui sont des experts de la fin de vie dans des produits métalliques, vous disent en fait à chaque fois que vous améliorez, c'est-à-dire vous faites un relais technologique, dites-vous qu'à chaque fois vous augmentez quantitativement et qualitativement les métaux qui sont contenus. Donc il y a beaucoup plus de métaux différents dans l'aspirateur rond. Là, ça a un nom, cette chose ? Ça a un nom, ouais.
Ok. Voilà, c'est cette chose-là, voilà, ce truc. Et en fait, vous avez beaucoup plus de métal que dans celui qui était à la file, quoi. Donc à chaque fois que vous faites ça, et donc du coup, vous obligez les gens qui doivent traiter les produits en fin de vie, à devoir dealer avec des technologies, enfin devoir gérer, des technologies qui sont très très différentes les unes des autres, ce qui est donc un cauchemar. Donc quand vous avez, par exemple, 3 technologies qui sont très différentes, vous savez que vous allez avoir de la perte de facto parce que vous ne pourrez pas tout récupérer, tout simplement. Donc, c'est un des premiers moteurs. Désolée, je voulais vous raconter trop de choses aujourd'hui, mais je voulais vous raconter ça aussi. Alors, ça va poser un problème pour les filières secondaires, le fait qu'il y ait énormément de produits différents qui vont rejoindre je ne vais pas parler de ça, le marché des ferrailles, qui vont rejoindre les filières dédiées à des moments différents. Donc, ce qui fait qu'on dit qu'on a un gisement secondaire, vous voyez ce gisement secondaire qui est constamment renouvelé, constamment changeant, et qui, avec le temps, est de plus en plus complexe, en fait. Il contient quasiment tout le tableau de Mendeleïev. Vous avez des produits à l'intérieur qui changent en permanence. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit constamment renouvelé. Donc, c'est vraiment ce que reçoivent les pré-traiteurs, donc les gens les collecteurs et les pré-traiteurs. En fait, ça devient de plus en plus complexe qualitativement et quantitativement. Donc, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, du coup, c'est quand vous arrivez en fin de vie, vous savez que, du coup, il est fréquent de parler des 3 R. Hein. Ça, vous êtes familier avec ce concept. Dans les faits, on parle souvent du 10 R. Dans les gens qui travaillent dans le monde de la gestion des déchets en fin de vie, il est plus fréquent de parler des 10 R. Donc ça rejoint les 3 R que je vous ai mis à gauche, réduire, réutiliser, recycler. Mais en vrai, les 10 R, vous avez théoriquement, on commence par refuser, puis repenser, puis réduire, puis réutiliser, puis réparer, puis remettre à neuf, puis refabriquer, puis reconvertir, puis recycler, puis récupérer. Et comme toute échelle de gestion, de mesure de gestion, vous commencez par la première, vous éprouvez la première, vous allez jusqu'au bout pour la première, ensuite vous passez à la deuxième, vous allez jusqu'au bout de la deuxième, vous passez à la troisième. Il faut vraiment le voir comme un escalier avec des marches. Donc si vous enlevez les 3 premières marches, à moins que vous ayez des très grandes jambes, contrairement à moi, vous ne pourrez pas arriver directement à la 4e, théoriquement. Alors, soyez pas trop... Enfin voilà, je sais que c'est parfois un petit peu embêtant, ces termes-là, parce que vous allez me dire, c'est quoi la différence entre réutiliser, réparer, remettre à neuf, refabriquer, reconvertir, c'est quoi ce cirque ? En fait, l'aspect est assez important. Dans la réutilisation, c'est vous prenez le produit, vous lui donnez 2 coups de chiffon, vous le remettez en service, ça c'est de la réutilisation. Vous n'avez quasiment rien modifié. Réparer, du coup, c'est que vous avez un produit, vous changez une pièce, vous remettez une pièce, globalement le produit reste le même, sa fonctionnalité reste la même, et hop, ça repart. Remettre à neuf, du coup, c'est un tout petit peu plus que réparer. Refabriquer, du coup, là, cette fois-ci, c'est vous prenez des pièces de plein de choses pour faire quelque chose de nouveau. Et reconvertir, là, c'est carrément, vous avez une pièce qui a servi à une fonction A, et là, vous récupérez cette pièce et vous lui en faites faire la fonction B. Et quelle est la différence entre recycler et récupérer ? Récupérer, c'est souvent ce qu'on appelle la valorisation énergétique. Autrement dit, on brûle. C'est le fait de brûler. La récupération. Il est incroyable déjà que systématiquement, quand on parle de fin de vie, c'est systématique, on parle uniquement de recycler, valorisation énergétique. C'est quasiment systématique, quoi. Et je peux aller beaucoup plus loin. C'est qu'après une étude de 2 ans, où on a quand même étudié 450 publications sur la fin de vie des produits métalliques, on commençait à devenir fou. Hein. Je vais vous le dire, on commençait à devenir fou. Eh bien, dans la littérature, refuser qui dit arrêter un nouveau service ou produit ou le refuser, diminuer le recours à un produit est quasiment absent de la littérature scientifique, y compris dans la sociologie de la gestion de la fin de vie. Enfin, c'est quasiment absent. Donc le R1 refuser, je ne connais pas. C'est pas un sujet. Vous arrivez péniblement au R2 repenser en réduisant la quantité de matériaux, en substituant, en allongeant la durée de vie, en mettant en place un système produit-service. Je vous raconterai, si j'ai le temps, ce que c'est que le système produit-service. Là, on commence à théoriser, mais encore une fois, la littérature est quand même très peu, on va dire, abondante sur ce sujet-là.
Le réduire, du coup, vous en avez 3, et pareil, j'aimerais bien vous parler de ça, donc ça c'est le monde de la conception sobre, réduire les pertes de rendement et mettre en place des conceptions sobres. Voilà, ça c'est des acronymes, mais on s'en fiche, c'est pas le plus important. Clairement, là, on commence à un petit peu rentrer dedans, mais encore une fois, il n'y a pas pléthore de publications, il n'y a pas pléthore de travaux non plus. On a quelques publications qui commencent à s'intéresser au R4 et R8, et alors après, sur le R9, tout le monde y est, hein. Alors là, je ne savais plus où donner de la tête pour trouver des publications, enfin pour trier les publications sur le monde du recyclage. Le recyclage, il a vocation à récupérer soit un matériau, soit carrément une matière. C'est-à-dire, au mieux, vous récupérez par exemple un acier dégradé. Au pire, vous pouvez récupérer par exemple du métal. Enfin, au pire, pardon, dans le meilleur des cas. Et là, vous allez du métal au métal. Bon, dans les faits, c'est extrêmement peu, enfin, c'est le moins fréquent qu'on ait. Mais théoriquement, là, vous récupérez de la matière. Quand vous avez un aspirateur, avant de vous poser la question de savoir comment vous pouvez récupérer les métaux qui sont dedans, la première question que théoriquement, on devrait collectivement se poser, c'est comment je fais pour que mon aspirateur continue à être un aspirateur ? Sa fonction, c'est d'être un aspirateur. Donc, il faut que collectivement, on arrête de se dire « je vais l'envoyer chez un collecteur, il se passera ce qui se passera ». Vous avez réussi à suivre un des objets sur toute la ligne, un des objets que vous avez jeté une fois dans votre vie ? Vous allez me répondre que non, et je vais vous dire mieux. La plupart des gens de la filière n'arrivent pas à savoir non plus où ça va à la fin. Et souvent, ça va pas loin, quoi. Donc, ça, c'est un point important. Et du coup, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le modèle de production, quand vous décortiquez, alors il faut prendre tous les auteurs. Vous voyez, pour en arriver à cette infographie-là, vous avez ici tous les auteurs sur lesquels on s'est basé. Je n'ai pas mis les références complètes, j'avais pas la place, mais si vous les voulez, je vous les donne. En fait, pourquoi est-ce que ces sujets-là sont peu développés, peu disponibles dans la littérature, peu évoqués quand on est ensemble à table et qu'on discute de choses et d'autres et qu'on s'interroge sur « tiens, j'ai ce produit-là, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Pourquoi est-ce que c'est relativement peu présent de R1 à R8 ? Eh bien, c'est parce que vous avez tout un ensemble d'injonctions contraires ou de pressions qui vous empêchent de mener à bien ce genre de choses. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse croisée où on a regardé comment la prépondérance du modèle de production discrète, c'est-à-dire un objet pour tout le monde, les tendances qui découlent de ce modèle, l'accumulation de produits, les renouvellements rapides permis par les relais technologiques réguliers, les durées de vie réduites du fait d'obsolescence programmée et fonctionnelle élevée, bon ça pareil je pourrais revenir dessus si vous voulez, la multiplication des fonctionnalités, l'augmentation des performances, et puis l'association de nombreux composants, la sollicitation de nombreuses substances, tout ça en fait va rentrer en opposition frontale avec les R1 à R8. Et c'est ce que tous les auteurs pour lesquels j'ai une pensée émue, parce que je ne les ai pas seulement lus, mais j'admire aussi toute une partie de leur travail, c'est que chaque auteur en fait, a réussi à mettre en évidence. En fait. C'est que quand vous dites « bah ouais, mais c'est pas compliqué, c'est pas facile de faire de l'économie circulaire, c'est pas facile de mettre en place les mesures R1 à R8 », mais c'est parce qu'en fait, le modèle sur lequel repose la production vous empêche de le faire. Il vient de là le problème. Si vous ne bougez pas le modèle de production initial, la façon dont on conçoit les objets, le nombre d'objets qu'on produit, le renouvellement permanent, le fait que ce soit de plus en plus compliqué, vous ne vous en sortirez jamais. Et vous continuerez à dire « bah ouais, mais moi je peux que recycler, puis encore le recyclage c'est compliqué quoi ». Bah oui, mais en même temps, dès le départ tu le savais, c'est écrit, ils te le disent. Je vous encourage pas à les lire, si vous le voulez faites-le, mais Systex ça fait le boulot, et ils sont tous d'accord là-dessus quoi. Vous avez des freins qui sont associés à la façon dont on produit. Et si vous ne défaites pas ces freins, vous allez être obligé de faire du R09 plus ou moins R10. Quoi. Et ça, c'est inévitable. Alors, un petit regard quand même pour vous expliquer que même le R9, qui nous paraît être le plus simple, parce que c'est celui dont on discute le plus, est quand même assez compliqué. Vous avez ici une infographie qu'on a créée il n'y a pas si longtemps pour vous donner un ordre de grandeur avec le parallèle avec les filières primaires. Ça nous semble intéressant de montrer un peu le lien entre les filières primaires et les filières secondaires à ce stade.
Donc vous vous souvenez, au départ, il y avait la partie exploitation, il fallait extraire le minerai. Bon, là, c'est en l'occurrence la mine de Rio Tinto, qu'on a visité en 2022, au sud de l'Espagne. Et ensuite, vous vous souvenez, il faut traiter le minerai par concentration pour extraire, vous savez, les minéraux qui nous intéressent le plus. Et ensuite, du coup, on passe dans la métallurgie. Je vous avais présenté cette photo. Puis enfin, il y a là le raffinage pour enlever les impuretés. Si vous faites un parallèle avec les filières secondaires, au départ, vous avez l'exploitation. Cette fois-ci, là, ça va être de la collecte. Donc là, vous avez une photo qu'on a prise en octobre 2023. Ensuite, du coup, il va falloir pré-traiter, donc encore une fois, récupérer les bouts de métal qui vous intéressent le plus. Donc c'est principalement fait, alors non pas par broyage, ici les broyages seraient peu efficients. On a souvent tendance à parler de déchiqueteuse, par exemple, pour ceux qui connaissent. Voilà, enfin c'est une forme de broyage, vous allez le broyer, vous allez séparer les pièces. On va séparer les pièces. Alors les grandes principales techniques qui sont utilisées de très loin quand même à l'international et même en Europe, c'est clairement les méthodes électromagnétiques, donc électrostatiques, électromagnétiques. Après, il y a des gens qui essayent de mettre en place des petites techniques supplémentaires, mais globalement, vous pouvez retenir ça en première approche. Et ensuite, vous avez remarqué, tout le monde part dans les mêmes fonderies. Tout le monde part dans les mêmes fonderies. Donc, le minerai de cuivre et la ferraille de cuivre vont dans des fonderies de cuivre. Elles se rejoignent à cet endroit-là. Et c'est aussi parce que ce sont les mêmes fonderies que globalement, il y a relativement peu de métaux qui sont récupérés au moment du recyclage. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, à partir de là, les deux filières sont exactement les mêmes. Vous n'arriverez plus à dissocier. Et dans un four, on s'entend que théoriquement, alors ça c'est une illustration d'un type de déchets, donc de déchets électriques et électroniques et de déchets de véhicules hors d'usage, donc broyés, mélangés. Voilà. Dites-vous que c'est à peu près globalement ça qu'on va mettre dans un four. Ça peut être plus ou moins traité, mais ça peut partir comme ça. Donc le four, il voit apparaître ce matériel. Vous avez le crayon qui fait l'échelle. Ceci n'a pas été remis au rebut, c'est mon échelle de terrain. Du coup, dans le four, quand vous mettez du minerai de fer, vous vous souvenez, il y a tout un cortège métallique, mais nous, ce qu'on a fait dans les filières primaires, c'est quand même de séparer les grains, vous vous souvenez, les grains les plus intéressants. Donc certes, on a encore pas mal de métaux, mais on a quand même réduit le spectre là. Là, vous en voyez quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. La thermodynamique, ce qui se passe dans un four, on ne peut pas faire de miracle. C'est pas Merlin l'enchanteur et puis poudre de perlimpinpin et vous ressortez les métaux que vous voulez, quoi. Vous avez des incompatibilités thermodynamiques qui font que ce que vous allez fondre, il y a une partie qu'on va pouvoir récupérer, mais il y a une partie qu'on ne pourra jamais récupérer. Et donc, on va créer, en fondant ces mélanges multimétalliques, on va créer des matériaux qui, par exemple, si vous mettez des aciers dans un four à arc électrique en recyclage, vous allez effectivement récupérer un acier, mais comme vous avez mis des aciers de composition, voyez, différentes, on ne les a pas tous, vu la variété d'aciers possibles et imaginables, on fait au mieux pour essayer de les regrouper, mais souvent, très très souvent, on ne peut pas les regrouper par type. Donc en fait, ça c'est une cartographie assez fidèle de ce qu'on retrouve dans un four à arc électrique, quoi. Donc du mercure, du chlore, du sodium, du potassium, de l'argent, du bismuth, de l'arsenic, du cadmium, du brome, de l'antimoine, de l'or, de l'étain, du cuivre. Enfin, vous avez toute une série de métaux qui sont dans ce four. Et thermodynamiquement, vous allez avoir des limites. Et c'est pour ça que, par exemple, pour le fer, ils sont en jaune et en rouge, parce qu'on vous dit on ne pourra plus les isoler. Ils vont rester sous forme d'association. Alors, on va peut-être pouvoir en isoler 4, 5 ou 6, 7, quoi. Mais globalement, vous ne pourrez pas les isoler de façon sélective. Alors que officiellement, votre ferraille d'acier là, qui est partie dans le four, elle compte pour 100% dans les stades de recyclage. Sauf que vous avez envoyé un pare-choc de voiture et vous en sortez du fer à béton. Mais officiellement, c'est du recyclage. Et on en parlait avec vos collaborateurs tout à l'heure. Ça, c'est considéré comme recyclé. Mais en l'occurrence, vous comprendrez qu'on n'a pas la même matière parce qu'on ne peut pas attendre les mêmes performances de ce type de matière. Et peut-être que vous avez déjà entendu le terme, c'est ce qu'on appelle souvent le décyclage ou la perte de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un nouveau matériau, mais qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. Et en général, en face, si par exemple vous êtes dans un bâtiment, je vous donne juste c'est un exemple schématique, c'est juste pour comprendre collectivement. Vous avez un acier NEC plus ultra, super fort pour un bâtiment en extérieur, voilà. Le bâtiment, au bout de 20 ou 30 ans, est détruit. Cet acier part dans des fours avec des aciers qui ont d'autres spécifications. On les fond, tous ensemble.
on retrouve un acier qui va du coup devenir un petit acier, voilà. Mais en face, les bâtiments, la construction, le niveau de spécification continue à augmenter. Donc ça veut dire que votre petit acier, là, un petit peu bas de gamme, un petit peu pourri, avec un peu d'épette au casque, alors là, il passe à la trappe complètement, quoi. On ne pourra plus le réutiliser non seulement pour sa fonction initiale, mais on va se retrouver avec des stocks et des stocks de métaux qui ont une qualité dégradée, dont on ne sait que faire, parce qu'en face, le niveau de spécification dans le bâtiment, dans la santé, dans dans les véhicules, dans l'aéronautique, dans les trains, augmente. Vous voyez les phénomènes qui sont en train de se produire. Et vous avez notamment une publication de Daen et al. En 2017 qui parlait de l'accumulation d'acier de basse qualité en Asie, puisque y a une grande partie de l'acier qu'on va envoyer chez les grands centres métallurgiques, puisqu'on l'a dit, la métallurgie, c'est globalement la même. Donc, il y a une grosse partie qu'on envoie en Asie, et il parle très très bien en fait, de ces montagnes de stocks d'acier dont on ne sait que faire en fait. Parce que en face, vous avez encore une fois le niveau de spécification. Et c'est pour ça que, typiquement, quand vous vous souvenez, on parlait des méthodes, le simple fait de modifier de façon en permanence la composition des alliages ou d'augmenter en permanence le niveau de spécification qui fait qu'en face, on continue à modifier la composition matérielle, ça, c'est une situation mais catastrophique pour la gestion de la fin de vie, quoi. Y compris pour la récupération, on s'entend. Est-ce que ça va, c'est clair? Ça a l'air d'être clair. Super. Parce que c'est quand même roue des métaux thermodynamiques quand même. Hein. Vous pourrez dire non, moi j'ai vu roue des métaux thermodynamiques. Et donc avant de conclure, alors j'aimerais vous raconter, très honnêtement, si vous voulez, on peut rester toute la nuit. J'ai tellement de choses à vous raconter, mais je vais manquer de temps. Et voilà. Mais par contre, je voudrais aussi, comme on voulait absolument mettre en perspective la question des filières les unes par rapport aux autres, les grands enjeux, les perspectives, qu'est-ce que ça offre, je voulais parler d'un aspect dont on parle peu et qui pourtant est très facile à faire sur un coin de table pour ceux qui aiment les maths. Levez la main. Pas tous en même temps. Il y en a qui aiment les maths. Ah, il y en a, regardez, mais merci, soyez fiers d'aimer les maths. Donc c'est assez facile, c'est une formule assez simple. Pour ceux qui peut-être cet ouvrage vous l'avez lu, c'est un ouvrage de François Gross qui s'appelle Croissance soutenable, point d'interrogation, en 2023. Et dans cet ouvrage, il s'est donné un objectif fort intéressant. Il s'est dit, je vais voir quels sont les critères que je dois mettre sur le recyclage, donc comment on recycle, quel type de recyclage, pour économiser 100 ans de ressources. Je veux que tout ce que je vais faire dans la gestion de la fin de vie me permet d'économiser 100 ans de ressources. C'était son hypothèse de travail. Et donc, il va faire des calculs, mais encore une fois, ce calcul est très simple. Donc, je vais vous en montrer un qui met vraiment en perspective. Vous m'aviez demandé de mettre en perspective, j'assure, là, on a la grande perspective. Alors, vous avez ici, après les roues, les graphes. On n'a pas été épargnés, nous, ce soir. Alors, vous avez ici la production. On va dire production et consommation. On va dire que tout ce qu'on produit d'un métal X, peu importe le métal, prenons le fer, /acier. Prenons le fer-acier. Donc, on produit du fer-acier et on le consomme. On est d'accord que si on recycle une partie de cet acier, acier, on les recycle vraiment, pas ces histoires que je vous disais de dégradation, de perte de propriété. On le recycle, du coup, on est d'accord qu'on en consommera, /produira moins en primaire. En pointillé. Ça, c'est bon pour tout le monde. On en consommera moins. Donc, vous avez ici l'effet du recyclage. Mais on l'a dit tout à l'heure, la courbe de production /consommation de métaux, elle est exponentielle. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle un IOL-RR. Je suis volontairement pas allée dans les différents types d'indicateurs des taux de recyclage. Mais là, en fait, c'est le IOL-RR de 80%, on n'en connaît pas dans le monde sur aucun métaux, donc c'est un IOL un peu théorique supérieur de tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles. C'est qu'en fait, vous récupérez 80% de ce qui est jeté part sur le marché des ferrailles. Ça ne veut pas dire qu'il sera bien recyclé, mais au moins il part sur le marché des ferrailles. Donc, 80%, on est sur un taux de croissance à 4%. Voilà, croissance à taux constant, 4%, l'exponentielle, etc. Si vous regardez au bout de 20 ans, vous voyez là, 20 ans. Au bout de 20 ans, avec le recyclage, la consommation /production, peu importe comment on l'appelle, on va l'appeler la consommation si vous le voulez bien, la consommation, elle est exactement la même que celle qui était à l'année 0 sans avoir fait aucun recyclage. On est d'accord?
Ça vous est transparent. Et si du coup je fais exactement le même exercice à T plus 60 ans, je constate que je consomme là 500 unités, et 500 unités, du coup, je les aurais consommées 20 ans plus tôt si je n'avais pas fait de recyclage. C'est du coup ce qui permet à François Gross de dire, en fait, en contexte de croissance de la consommation / production exponentielle, le recyclage, il ne fait que rattraper des années. Mais en face, vous avez la croissance, vous avez une production, une / consommation qui augmente de façon exponentielle. Donc vous pouvez rattraper quelques années, mais pas tant. Et du coup, envoyer sur le marché des ferrailles tout ce que vous voulez, c'est pas suffisant en fait. Il va falloir prendre des mesures bien plus élevées. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais rentrer dans le détail là-dessus. Mais par contre, il propose des calculs qui sont vraiment très intéressants, hein, très très intéressants. Il propose des chiffres intéressants. Par contre, sa conclusion, elle est assez ferme. Hein. La consommation totale de minerais de fer, acier de l'humanité, on parle quand même du minerai / métal qui est le plus consommé au monde. Hein. On est à plus d'1,5 milliard de tonnes. Hein. C'est le plus gros des métaux. Hein. Donc, la consommation totale du minerai de l'humanité cumulée au cours du temps aura été, en 2008, celle qu'on aurait connue en 2000 sans effectuer nulle part dans le monde aucun recyclage au cours du XXe siècle. Tout le recyclage qui a été mis en œuvre nous a permis de gagner 8 années. 8 années seulement. Ah c'est sûr que l'exponentielle, c'est une formule, c'est une courbe mathématique, on ne la voit pas en fait, mais ça augmente très très vite. Hein. Elle est finaude l'exponentielle. Ça pourra faire la punchline. Le taux de croissance tendancielle de la consommation mondiale des principaux métaux, voilà, c'est le chiffre que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, taux de croissance supérieur à 2, voire 3. Donc, il dit, étant donné qu'on est plutôt sur ces tendances-là, 2 à 3% pour les productions métalliques, les politiques s'attachant à intensifier encore le recyclage du flux de nos déchets sont donc vertueuses dans l'intention, mais absolument vaines. Il n'est mathématiquement pas de solution durable à la gestion des matières premières si leur consommation connaît une croissance de plusieurs pourcents par an. C'est mathématiquement pas possible. Vous allez courir derrière votre exponentielle. Et là, encore une fois, il est à 80% d'IOLRR. Hein. Excusez-moi du terme. Il est sur un indicateur de recyclage vraiment très élevé. Il y en a pas, on n'arrive pas à atteindre actuellement ces taux-là, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ni aujourd'hui ni demain, probablement. Il faudra encore attendre beaucoup de choses avant qu'on y arrive. Donc c'est pour vous dire un petit peu que sur des filières métalliques, si vous le regardez effectivement en disant « Ah, j'ai amené une ampoule et je suis quasi sûre », alors bon, c'est vrai que les ampoules, elles sont mal recyclées, mais j'ai amené, qu'est-ce que je vais vous dire j'ai amené un objet chez un collecteur, soit chez un réparateur type ressourcerie. Je vous dis, je vous le répète, après avoir travaillé 2 ans et demi avec mon équipe sur ces sujets-là, mais n'arrêtez jamais de le faire et faites-le toujours, parce que quel que soit ce qu'on pourra en faire, ce sera quand même moins pire que d'exploiter en primaire. Tous les signaux sont au vert pour le secondaire par rapport au primaire. Violation de droits humains, consommation d'eau, gaz à effet de serre, production énergétique, tout ce que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre tous les critères, même si, bien sûr, la littérature n'est pas complète et exhaustive sur le sujet, mais on peut vous le garantir, tous les signaux sont verts, vous pouvez y aller, quoi. Néanmoins, il faut se demander ce que nous, on fait collectivement pour vraiment prendre le problème à bras-le-corps, parce qu'on a des problématiques qui sont structurelles et majeures. Voyez ? Alors, dans les recommandations, j'avais promis que je ferais un petit point sur la partie des recommandations. Globalement, donc ça c'est l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, hein, mine secondaire et recyclage, 222 pages publiées en mai 2024. Il y a 40 recommandations qui sont tirées de la littérature. En fait, comme on a étudié, comme je vous l'ai dit, plusieurs centaines d'auteurs, on a regardé les recommandations des auteurs, donc des chercheurs, des institutionnels, des observateurs, et on a mis en exergue toutes les recommandations qui étaient reprises ou soutenues par le plus de gens, qu'ils soient encore une fois chercheurs, institutionnels et autres. Donc les 40 recommandations, c'est ce qu'on considère comme faisant consensus à l'international. Et il y a 4 grands axes sur lesquels je voudrais insister, que sont, et donc là du coup, je vais vous expliquer ça juste après, assurer une traçabilité stricte sur l'ensemble du cycle de vie des métaux,
En fait, ça là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si vous ne connaissez pas, il y a des gens bien pensants qui ont dit un jour, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas gérer le risque. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a un peu de tout, il y a un peu de rien, on ne sait pas trop. Donc, déjà, il faut bien comprendre l'intégralité. On a des lacunes, mais ce n'est même plus des lacunes, là. Vous savez, en fait, on dit souvent, il y a des trous dans la raquette. Là, ce n'est pas des trous dans la raquette qu'on a, il n'y a pas de fil. Donc, il y en a pas. Voilà. Je vais vous présenter ça parce qu'on en avait parlé avec Madame Renotte et Monsieur Bett, et je voudrais vraiment vous en parler comme un exemple. En vous disant, mais non, mais bien sûr que oui, il y a des choses qui existent, bien sûr que oui, il y a des chercheurs qui s'y penchent pour se dire, oh là là, c'est compliqué, il n'y a pas de solution. En fait, si, il y a des solutions, mais elles ne sont pas faciles, donc c'est sûr que ça ne donne pas envie d'y aller. Si vous n'êtes pas un grand coureur et qu'on vous dit, allez, demain, marathon, 42 km, on est bon, c'est sûr qu'on a... Voilà. Donc le seul moyen de se motiver, c'est de le faire collectivement. Parce que si vous êtes 10 à dire, allez, demain, marathon, bon, les 10 vont peut-être aller, mais ils auront peut-être plus envie d'y aller. Donc, je vais vous parler de la conception sobre, parce que c'est un sujet qu'on avait évoqué avec vous. Mais néanmoins, dans les 4 axes, il y a la traçabilité stricte, l'instauration de conception sobre, le fait de replacer la réutilisation et la refabrication, donc les fameux, alors le R1 pour nous c'est une évidence, on s'entend, mais les fameux, vous vous souvenez, R2 jusqu'à R08, donc ceux-là, on commence par travailler sur cela, on commence vraiment par travailler sur cela. Et pour ce faire, il faut imposer des durées de vie minimales. Ça, c'est vraiment le sujet qui fait consensus dans la littérature, notamment qui inclut la lutte contre l'obsolescence programmée et contre l'électronisation croissante, l'électronisation qui a beaucoup réduit la durée de vie d'un certain nombre d'appareils. Mais là, je ne vous parle pas d'électronique, je vous parle par exemple des aspirateurs, des frigos, des cafetières, enfin tout ce que vous pouvez penser, et les bagnoles, et soutenir les filières de réutilisation et de refabrication. Et développer des filières de recyclage robustes. Donc une fois que vous avez bien fait ça, c'est la priorité, mais ça en fait c'est tel que ça a été pensé, la gestion des 3R ou des 10R, peu importe ce que vous preniez. Il faut recourir au recyclage après avoir éprouvé toutes les autres stratégies. C'est quand même dingue qu'il faille le dire quand même. Parce que elle a été créée en étant pensée comme ça. Qui l'a malmenée, cette pauvre échelle des hiérarchies des 10R ? Mettre en place des filières de collecte efficaces, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas. Les filières de collecte sont très peu efficaces. Bon, ça c'est un peu plus spécifique, mais ça fait sens, hein, bien sûr. Limiter les pertes et les mélanges de ferraille lors du pré-traitement. On a énormément de pertes à ce droit-là. Et augmenter les capacités de traitement. Entendez ? Mettez en place des fonderies et des raffineries partout où c'est possible. Alors partout où c'est possible, on s'entend, mais c'est bien dit, partout où c'est possible. Il y a des endroits où c'est pas possible. Mais la Systex là-dessus est assez claire. Si vous voulez avoir une bonne gestion des filières métalliques, autant construire un gisement, c'est compliqué. Ça demande du temps, hein, plusieurs millions d'années, souvent. Donc on est voilà. Construire une usine pour traiter du métal, que ce soit du secondaire ou du primaire, peu importe, ça devrait quand même être de notre ressort. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et donc, qu'est-ce qu'on parle par conception sobre ? Parce que, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que les 40 axes, ils sont décrits autant qu'on a pu dans notre rapport, parce qu'on ne voulait pas être trop long non plus. Mais en fait, il y a des chercheurs qui ont travaillé parfois sous des sous-axes, spécifiquement, avec des propositions extrêmement détaillées. Donc, il y a bien des gens qui réfléchissent et qui ont déjà trouvé des idées. Mais je voulais vraiment vous parler de celui-là. L'instauration de la conception sobre. Parce qu'on dit, diantre, qu'est-ce que c'est que la conception sobre ? Alors, la conception sobre, elle a 3 sous-axes. C'est pour vous dire à quel point les choses sont précises, elles sont connues et on sait ce qu'il faut faire. Hein. La première chose, c'est la conception visant la simplicité. 1, il faut limiter les variantes d'un produit ou d'un composant par la standardisation. J'avais discuté à un collecteur qui avait beaucoup travaillé aux États-Unis. Il me disait que certains jours de collecte, ils avaient plus de centaines de modèles de cafetières différentes. C'est une cafetière, hein. Ça fait du café. Je crois faut standardiser. C'est impératif. Standardisons. Deuxième point, limiter le nombre de composants dans un produit. Donc déjà, 1, vous limitez le type de produit et ensuite, vous limitez le nombre de composants dans un produit. Ensuite, limiter le nombre de matériaux et d'éléments contenus dans les composants et dans les produits. Et point qui n'est par exemple pas fait sur un certain nombre de substances, je pense par exemple à l'antimoine, éliminer les substances dangereuses et toxiques. Quoi qu'on en dise, il y a encore énormément de substances dangereuses et toxiques dans les biens de consommation et je pense en toute priorité au secteur de l'électronique et du numérique et de l'électronique.
Et on abandonne les métaux de spécialité avec ce qu'on appelle des alliages transversaux à l'âge unique et polyvalent. En fait, comme vous avez des difficultés avec des alliages qui arrivent de partout, qui ont des compositions complexes, qui peuvent contenir 5, 6, 8, 12, 15, 20 métaux différents et que ça vous met la panade pas possible, et bien du coup, il y a des métallurgistes, des gens qui ont travaillé en disant est-ce que je peux avoir un bon alliage avec moins de métaux ? Comme ça, j'aurai moins de problèmes dans la gestion de la fin de vie, mais du coup, j'essaye d'avoir une bonne performance. Et du coup, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut faire aussi bien avec moins ? Mais avec moins de métaux différents. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on appelle notamment les alliages transversaux, c'est-à-dire les alliages uniques ou les alliages polyvalents. Ensuite, vous avez la conception visant le désassemblage, une structure simple, avec un nombre limité de composants facilement accessibles. Si vous voulez changer un composant, il faut y avoir accès. Si c'est bloqué, vous ne pouvez rien faire. Des modalités spécifiques de connexion, on n'y pense pas souvent, mais souvent dans les jointures, les fixations, les raccordements, vous avez des boulons, des rivets, des cols, des machins, des trucs qui vous empêchent toute intervention. Et enfin, une conception visant le recyclage. Donc là, on a fait la simplicité, ça c'est pour qu'on soit en capacité de gérer la suite et de standardiser tout ça, le désassemblage. Et enfin, le recyclage, donc au moment où il faut traiter en tant que tel pour essayer d'obtenir du métal, il faut que les métaux soient compatibles, il faut éviter les associations de métaux qui pourraient conduire justement à des pertes de propriété. Donc il faut que le concepteur, il se demande, avec des roues comme celle que je vous ai présentée, qui vient de Reuters et al. 2019, de dire quels sont les métaux, et dans la bibliographie, vous trouverez des tableaux d'incompatibilité. Ne mettez jamais de l'acier avec du cuivre. Quelle langue il faut le dire ? Ne mettez jamais de l'acier avec du cuivre, ça va être une catastrophe. Voilà, par exemple. Vous avez les tableaux d'incompatibilité. Et, veuillez m'excuser, et les alliages conçus pour une meilleure recyclabilité et pour une meilleure intégration des recyclats. Dire que c'est ce que je vous disais, soit des alliages standardisés, soit des alliages qui soient en capacité d'intégrer des recyclages, c'est-à-dire, tiens, je te mets du matériel recyclé à l'intérieur pour ton alliage, ou alors, pour une meilleure recyclabilité, c'est-à-dire c'est des alliages qui contiennent très peu de métaux d'alliage, et du coup, ça vous permet de les faire entrer plus facilement dans des cycles de recyclage. Là, vraiment, on est au bout du processus, quoi. Voilà. Alors, sachez qu'on en reparlera dans les questions, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a aussi toute la question des nouvelles stratégies d'approvisionnement. J'ai un petit clin d'œil, forcément, parce qu'on était dans votre ville il n'y a pas si longtemps. On a été formidablement, et si les gens m'entendent, on a une visite passionnante par une entreprise qui fait de la collecte et du pré-traitement. Vraiment, on a été vraiment super bien accueillis, c'était passionnant. Vous voyez, en fait, ce dépôt, ils nous ont expliqué en fait, que c'est 6 jours de collecte pour la Belgique. Alors pourtant, vous êtes tous persuadés d'avoir votre machine à laver depuis plus de 10 ans. Si tous les Belges sont persuadés de l'avoir plus de 10 ans, ce tas pose une question métaphysique à ce moment-là, du coup. Et vous inquiétez, c'est pas une critique pour les Belges, en fait. C'est valable, ce que vous voyez là, c'est valable partout dans les pays dits développés. C'est ce que, du coup, le Circle Economy appelle le processus prendre, faire, jeter. L'économie industrielle moderne, elle est intrinsèquement linéaire, caractérisée par des processus prendre, faire, jeter dans la pratique. Et c'est pour ça que, du coup, voilà, je ne le détaillerai pas, mais encore une fois, je pourrais revenir dans le temps de questions-réponses sur les 2 axes-là. Donc, en complément de toutes ces recommandations qui existent dans la littérature sur l'amélioration des filières secondaires, eh bien, du coup, il y a aussi des questions qui commencent à émerger de plus en plus dans la littérature, afférentes à l'inversion des tendances d'accumulation matérielle et à la façon de repenser les stratégies d'approvisionnement. Du coup, comment on fait pour savoir schématiquement de quoi on a besoin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je serais ravie d'en parler avec vous pendant le temps de questions-réponses et je vous remercie énormément pour votre attention.
Et je confirme que vous fêtez Sainte-Barbe avec nous. Voilà. Voilà, un immense merci, vraiment, merci à vous. Merci à Paul-André qui finalise le sketch note et on aura l'occasion de vous en envoyer une copie avec grand plaisir. Merci à tous pour ce moment collectif. Alors, juste encore un petit mot avant qu'on ne passe la porte pour le drink. Comme j'ai eu l'occasion de vous le rappeler en début de soirée, on souffle la première bougie de la chaire. Donc le 5 novembre dernier, le premier slide que nous avons projeté était celui-ci. Se mettre en mouvement et faire communauté. Et aujourd'hui, vous l'avez senti, la communauté émerge, elle est en chemin. Donc quelques merci. Un merci à l'IMS Polytech Mons Alumni et à l'UMONS qui y ont cru et qui nous soutiennent. Merci à vous qui, à chaque soirée, étiez plus de 500. Merci à tous les intervenants, et tout particulièrement à vous, qui, en prenant connaissance de notre projet, y ont adhéré et nous ont rejoints. Et puis, merci à tous ceux qui rendent ça possible, les petits cœurs rouges. Alors, l'année 2025 a été belle, l'année 2026 s'annonce aussi belle, avec des conférenciers qui nous permettront de continuer à explorer et à avancer. Nous aurons l'occasion d'accueillir Charlène Descolonges, Fabrice Bonifay et Philippe Biwix. Les dates sont encore en cours de précision, mais vous avez déjà un aperçu. Alors, en un an, nous avons beaucoup appris, nous avons compris, nous avons vécu de beaux moments, pas toujours faciles, mais toujours formateurs et mobilisateurs. Et en 1 minute chrono, on voulait vous en représenter quelques-uns.